Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Vous écoutez notre épisode 40 et pour m'aider dans cette émission, j'avais besoin du chasseur alpin Stéphane Boulet alias Plug-in Baby. Hello papa, comment ça va? Eh ben bonjour Daniel, bonjour tout le monde, ça va très bien, c'est pratiquement rentrée, hein, du coup, puisque ça va être l'épisode de rentrée pour les gens et pour nous, donc mais ça va bien. Est-ce que tu as perdu l'usage de tes doigts ou de tes orteils? Non, j'ai cru, j'ai bien cru que ça allait être le cas, mais non. Parce qu'il y a vraiment des gens qui les perdent, hein, dans ces... Ah oui, bon après faut dire que les gens qui perdent leurs orteils dans les conditions de haute montagne font des courses un peu plus longues que moi, mais la sensation du sang qui quitte tes extrémités est assez prenante quand t'es accroché à deux piolets sur un mur de glace. C'est assez étrange. Tu m'as parlé d'un moment très cliffhanger, raconte. Mais oui, c'était carrément cliffhanger parce que voilà, pour résumer, j'ai fait l'ascension du doigt de Dieu, donc dans le massif des Écrins. C'est une des pointes de la Meije. Mmh. Et donc c'est une course d'alpinisme. Donc pour ceux qui connaissent pas ce que c'est l'alpinisme, l'alpinisme en gros c'est de l'escalade et de la marche de très haute montagne. Voilà, en gros globalement c'est ça, t'as du glacier, t'as du rocher, tu passes un peu par tous les modes de locomotion de la montagne en une fois. Et donc il y avait une partie sur glacier. Après, donc comme j'ai dit, j'ai fait Jon Snow sur un mur de glace. D'à peu près 70 mètres de long. Alors ça paraît pas grand chose comme ça, 70 mètres, mais je te jure que j'avais les membres complètement tétanisés à la fin. C'est hallucinant la quantité d'énergie que ça demande en fait. Et ça c'était avant ou après le C'était avant le gîte, justement. C'est avant le gîte? Non, c'est après le gîte. Non, pardon. Ah d'accord, parce que je me suis dit parce que ce qu'il faut dire à nos amis, c'est que l'année dernière on l'a fait ensemble et je suis allé jusqu'au gîte qui se trouve à 3000 Le gîte c'est 3002 dans mon non 3005. 3005 ouais. 3005 c'est le refuge et déjà c'est un peu ardu déjà là. Déjà il y a rien que pour le gîte, il y a 1800 mètres de dénivelé. Donc la course en tout fait 2300 mètres de dénivelé quand même, donc je pense que c'est déjà un truc c'est déjà assez exigeant, on va dire. C'est une randonnée exigeante que j'ai faite, je me souviens ce jour-là. Et on n'est pas allé jusqu'au doigt de Dieu. Et là, ce coup-ci, tu es allé jusqu'au doigt de Dieu. Voilà, cette fois-ci, j'y suis allé parce que là, les conditions météo le permettaient. Mais donc, il y avait ce putain de mur de glace où j'ai failli mourir 36 fois parce que j'en pouvais plus. Arrivé au milieu, tu sais, je fais quand est-ce qu'on arrive? Et puis je regarde, il me reste encore l'autre moitié. Je désespérais. Et puis ouais, la dernière partie, donc c'est de l'escalade sur rocher donc à 4000 mètres, pratiquement 4000 mètres d'altitude, et faut savoir que la veille il avait neigé là-haut, donc en fait on a dû faire l'escalade en crampons. Donc imaginez l'escalade avec des chaussures de rando épaisses, tu sens pas forcément tes prises, mais là en plus t'as des crampons de 3-4 cm en dessous pour sentir les prises, c'est pas l'idéal. Et puis du coup à un moment donné et heureusement que t'as les crampons hein, d'ailleurs. On gardait les crampons parce que entre les rochers il y avait des sections qui étaient gelées, et du coup pour t'accrocher dessus c'était le seul moyen, donc t'as pas tellement le choix. Et il passait ce qui devait se passer, c'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai décroché tout simplement sur une paroi. En fait on avait évidemment un guide, on n'est pas parti à poil, et à un moment donné il avait mis en fait des lanières pour nous aider à passer une espèce de passage un peu difficile. J'ai pris la lanière et puis en fait la lanière est restée dans mes mains et donc j'ai basculé dans le vide, et mine de rien, quand tu bascules dans le vide et que t'as 800 mètres de parois, de falaises brutes juste en dessous de toi, ça fait une petite sensation. Et heureusement on était avec un guide extrêmement professionnel. Comment tu t'es remonté? Déjà
l'assurage était au top, donc je suis resté pendu au bout de ma corde comme un con. Oui, et puis après, il y avait 2 autres personnes de l'autre côté. ouais, il y avait mon frangin qui était juste au-dessus, puis le guide qui était haut en assurage. Et du coup, le temps que je reprenne mes esprits, je suis remonté un peu à la force des bras, quoi, littéralement à la cliffhanger. Je me suis accroché, je me suis tracté et j'ai essayé de poser les pieds là où je pouvais. Donc bonne ambiance, quoi. Tu es revenu intact, c'est ça Oui. le principal. Je suis revenu intact. Je te jure, sur le moment, je le pensais pas. Hein. J'espère que ta femme t'a traité en héros. Oui. Ah j'ai évidemment, un héros tel que je suis. Hein. Tu es devenu Lord Snow Hairless. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Elle dit, il a perdu ses cheveux, Lord Snow. Oh là là, on n'a plus le droit de plaisanter avec les choses. Bon, après tout cette superbe intro, je suis Daniel Andreev, Kaby Robotics, donc. Et vous êtes en train d'écouter l'épisode 40. Et je te demande pas comment ça va, tu nous as fait un gros topo. Pour nous faire parvenir des listes, c'est simple. 3 films par liste, un titre si vous voulez vous la péter. Et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. On a reçu énormément de listes par des nouveaux auditeurs, en fait, puisqu'il y a vraiment plein de gens qui ont commencé à nous écouter pendant les vacances. Donc, ça veut dire, papa, que ça a payé. C'est bien de pas partir en vacances, de s'organiser pour que tout le monde ait ses émissions pendant les trajets. Et là, je m'apprête à faire un très gros trajet et je suis en train de me dire... Putain, heureusement que j'écoute des podcasts en fait. Et je dis pas que je vais pas écouter les miens. Mais heureusement que j'en écoute sur le chemin parce que putain, qu'est-ce que ça tue le temps, c'est tellement agréable. Donc, voilà. Mais sur la route des vacances, tout ça, effectivement, il y en a beaucoup de gens qui nous ont dit qui nous écoutaient, qui nous ont découvert cet été, donc c'est cool. On est très content de vous accompagner et donc on vous donne un dernier épisode d'été en fait, je crois. Je crois qu'à l'heure de diffusion, ça sera de la fin de l'été. Et on va juste jeter un petit coup d'œil à notre liste, puisque on couvre les années 2000 à 2009. En sachant quelque chose, on va pas résumer le top 10, puisque ça fait 4 émissions que le top 10 n'a pas bougé. N'a pas bougé, ouais, clairement. Memories of Murder, History of Violence, tout ça, c'est la même chose depuis 4 émissions. Par contre, sur le Carlitos Way... Ouais. Le fin fond n'a pas énormément bougé, en fait. Mais Gamer, mais il y a eu Transformers 2, quand même, qui est rentré... en entrée fracassante, remarqué dans l'épisode 38, Les Bons Étroits, et au-dessous encore le Raid. Oui, c'est ça. La filmo de Jamel Ben Salah va sans doute clairsemer les fonds de du classement. Voilà, les endroits qu'on aime bien. Voilà, c'est aussi du cinéma, on le respecte. Sachant que le dernier c'est Agathe Cléry, Cinéman et Astérix. T'imagines la journée où on a fait Cinéman et Astérix? Oui, c'était épique. Hein. Enfin, vraiment, c'était voilà, oui, voilà, c'était trop. Trop de bonheur d'un seul coup. Voilà, il faut pas. Et on t'a fait tes devoirs de vacances, j'ai l'impression. Et oui, parce qu'effectivement, pour ceux qui ont suivi l'épisode 38, on avait chacun des devoirs de vacances. 39. Ah oui, pardon, ceux qui ont suivi l'épisode 39, voilà, sont au courant. On avait des devoirs de vacances, et effectivement, Daniel, je les ai faits. Et toi, as-tu fait les tiens? Moi, j'ai fait les miens. Donc, est-ce que tu veux commencer par la bonne ambiance ou la très bonne ambiance? La très bonne ambiance. Bon, alors tu commences. Donc oui, du coup, le film que j'avais rattrapé, c'est Mysterious Skin de Greg Araki avec Joseph Gordon-Levitt dans son premier grand rôle premier grand rôle. Ouais. Et déjà Joseph Gordon-Levitt est aussi magnifique que captivant dans ce film-là. Voilà, très bon acteur. Hein. Très bon acteur. Ouais. Et voilà, donc l'histoire, c'est... Comment résumer l'histoire? Attends, si tu veux résumer l'histoire, je vais te le faire de mémoire. Et en fait, c'était une liste qui nous a dit l'affiche ne disait pas du tout ce qu'il allait avoir. Oui, c'était ça la liste. C'est ça, voilà. Je sais pas quelle sauce j'allais te manger en voyant l'affiche, quelque chose comme ça. Voilà. Et je l'ai vécu comme ça. Je savais pas du tout où j'allais. J'étais avec un pote. On s'est dit ouais, on prend du popcorn. Tu vois, genre waouh, Mysterious Skin. Il y a l'histoire de céréales quand même dedans, tu sais. Oui. Et la première séquence, c'est quand même un garçon qui se fait violer sur fond de céréales, en fait. Voilà, exactement. Voilà. C'est un film dont sur le thème principal, c'est la survivre à la pédophilie, en fait. Exactement. Voilà. Et c'est un film assez bouleversant pour ce que je m'en souviens. Oui, voilà, exactement. Donc oui, effectivement, comme tu dis, c'est un film donc qui traite en fait de 2 destins parallèles confrontés à un prédateur sexuel.
Et donc il y a d'un côté l'ado qui est joué quand il est ado par Joseph Gordon-Levitt, et de l'autre l'ado qui est joué par Brady Corbet. Brady Corbet, ouais. Brady Corbet. Et ils ont tous les deux été victimes du même pédophile. Et ils ont des destinées complètement différentes. Il y en a un qui est renfermé sur lui-même, donc Jason Gordon-Levitt. Et l'autre, c'est bien ça. Non, c'est l'inverse. Brady Corbet, en fait, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Globalement, voilà, il fait un blocage. Ouais. Il fait un blocage. Et l'autre est super expansif. Lui est homosexuel. Oui, il est homosexuel et en fait, c'est celui qui est manipulé, c'est-à-dire qu'il sert de marionnette au pédophile à plusieurs reprises, et il rentre dans son jeu. Il se met à violer d'autres personnes aussi à un moment donné, d'autres enfants. Voilà, mais du coup, il a un comportement autodestructeur en fait. Du coup. Voilà, c'est clairement une autodestruction, et c'est ce qui est intéressant à mon avis dans Mystery Skin. Putain, on commence vraiment avec du matos quand même. C'est le parallèle entre ces deux destins, et surtout que c'est un film qui c'est aussi la patte Greg Araki, qui ne fait pas d'amalgame entre cet amalgame hyper douteux entre homosexualité et pédophilie, qui était récurrente dans les médias. Oui, rien que le terme PD, voilà, vient de ce type d'amalgame. Voilà, en fait, chez nous. Et du coup, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est la manière dont leurs vies sont en parallèle, alors qu'ils ont subi le même crime, le même traumatisme, exactement. Ouais. Oui, effectivement, et ça permet d'avoir effectivement, comme tu dis, un spectre assez large finalement, sur ces réactions, sur comment tu gères ça ou pas justement, consciemment, inconsciemment, et surtout comment ça détruit de façon irrémédiable des vies d'une façon ou d'une autre. Voilà, il y a des scènes vraiment très très fortes, et le film est vraiment, moi je le trouve vraiment super réussi. Donc de là à dire que j'ai passé un bon moment, hein. oui, voilà, c'est un moment très dur, mais c'est fait pour. Voilà, c'est fait pour. Moi j'ai vraiment trouvé le film. C'est basé sur un bouquin, ouais. J'ai vraiment trouvé le film vraiment très très bon, parce que c'est dur, mais c'est pas gratuitement sordide. Et il a des vrais choix de réalisateur, je trouve, dans la manière de mettre en scène. Oui. Par exemple, il y a des moments où les deux protagonistes sont mis en face caméra en fait. Ouais. Et du coup, c'est les moments entre guillemets de séduction. Et c'est vraiment un choix délibéré. Il représente pas le criminel, mais il représente la victime. Ouais. Et c'est une manière vraiment audacieuse d'approche de cette vue subjective sur ces personnages victimes. Et ça n'aurait pas pu être possible. Ce film n'aurait pas tenu debout sans la extraordinaire performance de ces acteurs. Ah oui, bien sûr. Comme je dis, Joseph Gordon-Levitt Joseph Gordon-Levitt, en fait, dans le film, son personnage, donc autodestructeur, se perd dans la prostitution masculine tout le long du film, jusqu'à certains extrêmes. Et donc il chasse en fait, il chasse les mecs, et il est magnétique. Prédateur, ouais. Il est magnétique. Voilà. Il y a vraiment un côté. Il y a un côté, il est superbe, il est irrésistible, il est vraiment incroyable. Moi, j'ai adoré le personnage de Eric, son meilleur pote. Tu sais, oui, je vois. Son meilleur pote qui est là et qui finit par devenir aussi un ami de Brian, la seconde victime, parce que c'est un personnage qui essaye, qui est au courant de certaines choses, qui connaît un peu ce destin brisé, qui essaie d'aider, il est jamais en train d'accabler, tu vois. T'as toujours ce piège de faire du personnage à peu près épargné, qui est d'en faire quelqu'un qui accable ou qui moralise, etc. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Oui, de faire un point de vue moral sur le film. Un point de vue moral, là, justement, on n'est pas du tout là-dedans. Il essaie vraiment d'aider, quoi. Il est super positif. Et l'acteur aussi est bon. Il y a un truc qui fonctionne super bien. Et même le personnage de la mère, joué par Elisabeth Shue,
qui en fait est une femme paumée, c'est-à-dire que ils auraient pu en rajouter des tonnes sur le côté femme paumée, en faire une alcoolique, qu'elle batte son fils, machin. Non, ils se sont retenus. Enfin, vraiment, c'est juste pas elle le sujet, quoi. C'est pas elle le sujet. Elle est paumée. Elle sait pas trop comment faire les choses, mais tu vois, globalement, elle essaye, quoi. Enfin voilà, et ça qui est cool, c'est que le film n'accable jamais ces personnages pour ce qu'ils ont pour ce qu'ils ont vécu, quoi. C'est vraiment c'est vraiment vivre avec ça sur le cœur. C'est ça qui le rend le film intéressant, et c'est très réussi de ce niveau-là, quoi. Et il y a un dernier truc, si tu me permets, que j'ajouterais, c'est que dans la représentation traditionnelle des victimes de pédophilie, c'est toujours des histoires sordide basée sur la revanche. Tu regardes Mystic River. Oui. Je pense à Mystic River, mais il y a aussi Sleepers, tu sais, le truc avec Brad Pitt. Ouais. C'est toujours un truc de une métaphore du western macho de on va punir, ça va être le châtiment divin qui va s'abattre sur la gueule sur la gueule du criminel 20 ans, 25 ans après, quoi. C'est c'est le cas de Mystic River, c'est aussi le cas de Sleepers. C'est toujours un truc on te vend une espèce de vengeance très machiste, alors qu'au fond, ce que te rappelle Mystery Skin, c'est que souvent les criminels ils courent toujours. Et qu'il faut vivre avec, c'est pas la loi du talion ne fonctionne pas toujours, et je trouve que c'est assez audacieux. Oui, c'est ça. Enfin, voilà. La loi du talion fonctionne pas toujours, puis surtout, enfin vraiment le point de vue du film, c'était comment vivre avec, parce que l'idée aussi, c'est que derrière, même s'ils auraient eu une vengeance, ça aurait pas changé tant de choses pour eux finalement. Donc l'idée, c'est comment vivre avec, comment en parler, tu vois, comment l'accepter. Parce que voilà, la première chose, c'est accepter que ce soit arrivé, et faire en sorte de continuer malgré tout, quoi. Et enfin c'est un film que je trouve vraiment superbe. J'étais vraiment très très touché. C'était une belle découverte. Je suis content qu'un rattrapage se passe bien, parce que d'habitude le rattrapage c'est pas toujours aussi bien. C'est pas toujours aussi bien. Mais là, voilà, c'est vraiment voilà. Et en plus, comme toi, je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Je ne connaissais pas le casting non plus. Donc voilà, et c'est d'autant plus surprenant que effectivement, comme la séquence du générique, c'est les céréales qui pleuvent sur la tête du gamin. Et tu sais, enfin, au moment où tu vois la séquence, tu sais vraiment pas à quoi ça correspond. Tu comprends quelques minutes plus tard, et rétrospectivement, tu fais ah ouais. Voilà, enfin, il y a vraiment des trucs très bien pensés, et c'est bien fait, bien interprété, bien écrit. Enfin voilà, j'étais conquis, quoi. Où est-ce qu'on le met ? Où est-ce qu'on le met ? Je pense rien que pour le symbole, faut le mettre au-dessus de Gran Torino, quoi. Oui, je le mettrais au-dessus de Gran Torino. Moi, je le mettrais. Moi, je le mettrais au-dessus de The Wrestler, par exemple. Entre Apocalypto, je mettrais même. Non, allez, je pense que t'as raison. Sous Apocalypto. Allez, voilà, vendu. Une bonne place. C'est une très bonne place. Je pensais pas voir un Greg Araki si haut tout de suite, mais il n'y a pas de... Voilà, ok, c'est bon. Mystery Skin est donc le 21e meilleur film des années 2000. C'est ça, exactement, lui-même. Et moi, je vais te parler de Est-ce que je le garde pour la fin, ou est-ce que je le fais maintenant ? Bah écoute, non, on le fait maintenant. Les gens ont besoin de savoir, Daniel. D'accord. Donc... Ça fait 2 semaines qu'ils sont littéralement pendus à savoir, mais quand on a pensé Daniel ? J'ai vu donc Emperor's New Groove, qui s'appelle en français donc Cusco. L'empereur mégalo. J'ai passé un honnête moment sympa, mais sans plus. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et aussi, je me suis rencardé sur le film, donc je connais un peu mieux les conditions de cette production. En fait, l'idée, c'est que c'est un buddy movie autour d'un empereur qui a été transformé en lama. Et il va faire équipe avec un mec, avec un fermier donc quelque part au Pérou. Il va essayer de regagner son trône, et en même temps il va avoir son arc de vie, ça va être que c'est un empereur dégueulasse. Oui, c'est ça, c'est que c'est un connard en fait. C'est que c'est un connard. C'est vraiment un connard. C'est vraiment un gros connard. Ouais, un gros connard. Et il va devenir meilleur au contact de ce fermier. Donc voilà, c'est ça son acte. Eh bien, je vous spoil la fin, puisque c'est un film Disney. Oui, globalement, voilà. Les méchants sont punis.
Et les prestations sont assez bonnes. David Spade est super en empereur. J'ai vu un VO, hein, je suis désolé. John Goodman en Pacha est vraiment bien, et j'aime bien. John Goodman est vraiment un bon comédien, quoi. Donc c'est aussi ça la classe des comédiens de doublage à l'américaine. Et le problème, c'est que pour moi, ça a été juste ça, un buddy movie où deux mecs traversent un pays et tu vois même pas la traversée, en fait. Ça va très vite à un moment. Oui. Ça passe en mode le film Indiana Jones, genre avec des petites flèches. Le film est super, enfin est super court, super rapide aussi. Hein. Il est. Ça pourrait se passer. Ah oui, alors c'est presque. Il fait 70 minutes ou même ouais, pas. C'est ça, quoi. ouais. Et ça pourrait presque se passer dans n'importe quel autre pays. Je me suis dit, mais en fait, si tu regardes la thématique, ils utilisent pas du tout le fait qu'il soit au Pérou. La seule chose qui nous rappelle le Pérou, c'est qu'il devient un lama. Voilà. Sinon, le reste, ça aurait pu se passer. Il aurait pu être un cheval. Et en fait, je me suis rendu compte de deux choses. C'est que, je suis pas fan des Disney avec transformation. C'est-à-dire, il est condamné, il est transformé en ours. Et je pense par exemple à Brave, qui s'appelle en français, Rebelle. Rebelle, ouais, tout à fait, voilà. Rebelle, où tout d'un coup le film est totalement normal, et puis au milieu, ils savent pas quoi faire, donc ils transforment la maman en ours, et donc ça devenait un film vraiment intéressant, et puis tout d'un coup, ça devient un truc un peu banal. Je trouve que le fait de transformer un personnage en animal ou quelque chose, c'est quand ils savent plus quoi faire en fait. Et là, dès le début, le pitch c'est ça, c'est genre, mais il est transformé en lama, genre, il aurait pu être transformé en n'importe quel autre animal. Du coup, ça donne une espèce d'inconsistance au film. Et en fait, je me suis documenté sur ce. Toi, tu l'aimes bien, toi? Moi, j'aime bien. Enfin, je le trouve sympa. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un Disney qui est insupportable ou raté, etc. C'est un Disney correct, tu vois. C'est un film qui passe bien tout seul. En fait, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce film-là, et c'est con, mais c'est le personnage de Kronk, en fait. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Kronk, c'est le bodybuilder de. C'est le henchman, comme on dit. Bah, c'est le toy boy en fait de la méchante. Ouais. Littéralement, c'est le toy boy de la méchante. C'est un espèce très drôle, ouais. de grand bodybuilder, un peu écervelé, mais pas tant que ça en fait. Et en fait, moi, il m'a vraiment fait rire ce personnage, parce que là aussi, je m'attendais pas à ce qu'il soit utilisé comme ça. C'est-à-dire que je pensais que ça allait juste être un méchant bête de base et qu'il allait rester méchant. En fait, non, le type, il est parfaitement innocent de ce qui se passe. Et en fait, il est maladroit, et c'est ces maladresses qui entraînent certains rebondissements ou qui sauvent les personnages, en fait, parce que c'est lui qui sauve les personnages principaux à la fin. Totalement par hasard. Et voilà, j'ai adoré ce personnage de Kronk, il m'avait fait marrer, quoi. Il est pas mal. Le truc avec ce film, c'est que j'ai compris, je me suis documenté dessus, et en fait, c'était pas du tout le film prévu. Et je sais pas si tu connais le Sweatbox. Tu connais Sweatbox ou pas? Non, ça me dit rien. Ou c'est Sweatbox? C'est Sweatbox, je crois. C'est un film, c'est un making-of de ce film qui a été tourné. D'accord. Par l'épouse de Sting. Oui, parce que Sting fait la chanson. Sting fait la chanson de fin. Ouais. De fin. Et alors là, il y a eu tout un beans, en fait. Ce film n'est pas du tout celui qui aurait dû être. Le film aurait dû s'appeler. Alors, j'ai regardé le documentaire. On peut le trouver sur Internet. Le film aurait dû s'appeler Kingdom of the Sun. Et c'est un projet qui a été lancé notamment par Roger Allers, qui devait être le réalisateur. Roger Allers, qui est quand même le réalisateur de Lion King. Donc. Une sommité pour Disney, quoi. C'est le gros gars de Disney, quoi. Et on lui laisse carte blanche pour faire son film, et Roger Allers, lui, il veut faire un truc inspiré du Pérou, Machu Picchu. Ils partent sur place et ils voient une grande fresque historique avec des chansons. Vraiment le film, tu sais, le néoclassique de Disney, c'est-à-dire le grand arc royal, pas du tout un buddy movie avec du lol, enfin tu vois. Et le personnage principal, ça devait être le paysan, donc celui qui est joué par John Goodman, qui s'appelle Pacha. Sauf que à l'époque, ça devait être Owen Wilson, et ils ont enregistré toutes les voix d'Owen Wilson d'ailleurs, comme ils font d'habitude chez Disney. Ils enregistrent d'abord les comédiens, ensuite ils animent par-dessus. Et du coup, tu peux t'imaginer que Kingdom of the Sun n'a rien à voir. Et ils ont engagé dès le début de la production Sting pour faire toutes les chansons. Toutes les chansons donc du film, et Sting a accepté à condition que Trudy Styler, qui est sa femme, puisse faire le making of. C'est sa condition, et en plus ils ont vu le succès de Lion King de Elton John, ils se sont dit là on tient un gros truc, et il a fait
Et il a fait donc une dizaine de chansons qui sont toutes liées à ce qui se passe dans l'histoire. Dans l'histoire originale, en fait. Dans l'histoire originale. Et il montre, et donc tout se passe, enfin, la production est longue, mais parce que c'est un truc compliqué, c'est vraiment, ça a l'air d'être un film ambitieux et qui tient à cœur de Roger Allers. Roger Allers, qui d'ailleurs, donc le réalisateur de Lion King, a quitté un peu le monde du cinéma. Maintenant, il a une compagnie qui vend des instruments ou un truc comme ça, rien à voir du tout. Et du coup, à un moment, il montre le film au chairman de Disney, enfin, tu vois, les grands pontes de Disney. Et les grands pontes de Disney, ils en sortent en disant on n'aime pas du tout. Genre, on déteste. Et ils essaient de trouver des choses qui vont bien. Ils disent ouais, il y a ça. Et puis il y a ça, mais genre, ils trouvent deux trucs. Et donc, du coup, le film reprend depuis zéro. Pas depuis zéro, mais il garde beaucoup du design. Mais par contre, l'histoire est complètement réécrite. Et au lieu que ça soit l'arc donc du paysan, bah ils disent on va faire en sorte que c'est l'empereur. Donc en plus il y a le côté un peu traditionnel de chez Disney, c'est-à-dire le roi a toujours raison, l'empereur redevient toujours empereur. Enfin tu vois, l'ordre établi des choses. Et c'est un truc récurrent, hein, le droit divin dans les films Disney. Quand t'es le fils d'eux, tu reviens toujours à ton poste en fait. Si tu regardes Lion King, c'est ça aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc du coup, Roger Allers il est dépité, je crois qu'il continue le développement pendant 1 an. Il faut voir, si tu t'intéresses, et moi je m'intéresse, surtout dans les Disney, je m'intéresse à leur production, surtout ceux des années 90, parce que c'est vraiment un passage clé de Disney. Et là tu vois clairement, c'est les financiers, ils sont présentés comme les bad guys par le documentaire, ils sont par des mecs qui ont aucune idée de comment on fait un film. Qui décide de couper les vivres et donc au bout d'un moment Roger Allers se barre. Tu vois les animateurs dépités, t'imagines, ils ont mis déjà 5 ans ou 6 ans de leur vie dans un projet et du coup on leur dit ah non bah écoute finalement on change complètement le groove. D'ailleurs je pense que c'est le titre et le changement de titre est lié à ça à ce changement de cap, ce changement de production. Sting est très vexé. Et parce qu'il a fait beaucoup de chansons et parce que c'est un projet qui le tenait à cœur. Et alors il lui garde la chanson de fin comme tu l'as bien souligné, et la chanson de début, ils nous ont dit il nous faut une chanson de début heureuse et tout. Et sauf que Sting il dit ah non, je suis pas assez jeune et punchy pour faire une chanson de début. C'est Tom Jones en fait qui fait le. C'est Tom Jones qui a facile 15 ans de plus que Sting. Ce que Tom Jones qui est déjà plus vieux que Sting à la base. Mais Tom Jones, tu peux lui faire confiance quand il s'agit de faire la fête. Ouais, non mais Tom Jones en plus, je crois qu'à cette époque-là, il était revenu à la mode, à la mode en tornade. Enfin, c'était l'époque post-sex bomb et genre. C'était post-sex bomb, post-Mars Attack. Ouais, donc il avait vraiment. Tom Jones c'était redevenu une icône populaire quoi. Il était sorti de Las Vegas littéralement quoi. Et on est sorti de son trou. Ah les gars, j'existe, je suis là. Renvoyez-moi des culottes. Et si je dis ça, ça, c'est parce que on lui envoyait vraiment des culottes. Ah, c'était le gros truc, c'était qu'on lui envoyait des culottes. On lui envoyait des culottes sur scène, ouais. Et donc du coup tout l'aspect je sais pas Dickens ou plutôt Anderson de l'histoire originale est changé et ça devient un buddy movie et après l'avoir vu, parce que j'ai d'abord vu le film et ensuite j'ai vu le documentaire, à chaque fois que tu vois des choses comme ça ou des productions qui ont l'air très compliquées, tu te demandes qu'est-ce que ça aurait été s'il l'aurait laissé aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est pas un gâchis, parce que tu peux aimer aussi le résultat final. Je vais te dire, je suis complètement, Cusco me laisse complètement indifférent. C'est limite de l'OAV à certains moments, tellement tu sens qu'ils sont allés vite et tellement les raccourcis. Et c'est vrai qu'il y a le personnage de Kronk qui sauve un peu les vannes parce que l'empereur est pas très sympa. Non, c'est même un gros connard l'empereur. Oui, en fait. il est pas très sympa, mais il est pas très sympa en étant gros connard. C'est-à-dire, tu n'as pas d'affect. Oui. Et son arc de m'intéresse absolument pas en fait, puisque tu sais ce qui va se passer. Voilà, j'ai dit ce que puisque Cusco est encore très chaud dans le voir. Non mais voilà, non mais moi c'est pas un Disney que je trouve exceptionnel, c'est un Disney que je trouve correct. Correct sans plus. Il y a aussi un truc qui m'avait marqué, qui est assez étrange dans ce film-là, c'est que il y a beaucoup de trucs très méta dedans en fait.
Oui, c'est clairement, ça s'adresse pas aux enfants. C'est vraiment très étrange. Enfin, justement, tout le passage où à un moment donné, le Kuzco vient et il se plaint qu'on s'intéresse trop à Pacha, qu'il faudrait qu'on s'intéresse plus à lui, et il interrompt Kuzco qui interrompt sa propre voix off parce qu'elle le saoule. Le coup des marques, tu sais, sur la carte à un moment donné où quand Kronk il suit, puis t'as les marques qui sont réellement au sol. Enfin, t'as plein de trucs hyper méta comme ça qui sont assez étranges en fait dans ce film-là. Et moi j'ai trouvé ça bizarre, mais en même temps ça donnait un côté un peu c'est clair. un peu, tu vois, un peu tordu, tu vois, justement, enfin un peu c'est un film qui, c'est de l'humour slapstick mais pour adultes. ouais, et du coup je trouvais ça pas si mal au final comme Et puis idée. il y a pas C'est trop de très chansons étrange. En fait. J'aime pas les Ah bah Disney où ça les chante chansons, trop. il y en a une au début. Ouais, Et une à la fin, je crois, c'est tout. Enfin, globalement, il n'y en a pas des masses. Voilà, mais c'est vrai que moi, je connaissais pas toute son histoire de production. C'est un film qui est assez étrange dans sa structure, dans pas mal de trucs. Et voilà, moi, je trouve qu'il est correct, mais c'est pas non plus un Disney que je reverrai. Enfin, voilà. Mais si mes enfants ils veulent revoir Cusco 40 fois, ils le regardent sans moi, quoi. Alors que quand ils regardaient. Wall-E ou Monster et compagnie 40 fois, oui, bah là je regarde à chaque fois, c'est pas un souci. Où est-ce qu'on va le mettre en sachant que j'ai pas d'affect, quoi. Alors. Tu vois, d'instinct, je le vois, ça irait au-dessous de Pogno pour moi, tu vois. Ah, bah je préfère Pogno, ouais. Je préfère Pogno aussi. Et comparativement, Lilo et Stitch, je trouve que le design est plus intéressant. Ouais, peut-être. Bon, oui, si, c'est plus. Mais c'est pas beaucoup mieux. C'est pas vraiment pire que Stitch. C'est juste que c'est. Non, mais c'est ça. C'est correct sans plus. Ça se passe. Déjà, ça va sous le pacte des loups. On est ça, je pense. Ah non, mais c'est clair. Ça, je pense qu'on est d'accord. Pacte des loups, ce qui est un peu notre film qui nous amuse. C'est ça. Écoute, moi, je le verrais bien sous Narc, par exemple, tiens. D'accord. Au-dessus du. Ouais, je préfère regarder Cusco que Intelligence Artificielle, mais je préfère regarder Narc que Cusco. Eh bien, Cusco devient le 86e meilleur film des années 2000. Voilà, c'est gravé dans le marbre, c'est définitif. Ouais. C'est définitif. C'est comme ça. La vie est comme ça. Allez, on va passer à des films. Ah, bah oui, parce qu'on a même pas entamé les listes, là. Ouais, c'est vrai. J'aime bien. Daniel, avant l'enregistrement, il me fait ouais, on fait vite. On est déjà à 20 minutes, on n'a même pas commencé les listes. C'est vrai. Allez, on va prendre une liste qui nous est envoyée par Johan Iacono. Merci, Johan. Et redis-le. Merci, Johan. Ah ouais, parce que j'ai entendu meilleur Johan, c'est pour ça. Voilà. Et c'est une liste qui s'appelle La VO, c'est mieux, surtout quand c'est de l'allemand. Ah mais il a raison. Tout est beaucoup mieux en allemand. Ah bah pour élever un animal, oui, c'est mieux. Principalement berger allemand. Tes enfants, tu les élèves en allemand. Exactement. Aus die Arbeit. Schnell. Exactement. Et comme ça que ça marche. Hein. On commence par un film thématique qui s'appelle La Vague. Est-ce que tu l'as vu ? Oui, tout à fait. Je l'ai vu, La Vague. Dis-le. Ouais, dis-le. Alors, La Vague... En fait, La Vague, ce qu'il faut dire, c'est que c'est inspiré d'un fait divers qui a vraiment eu lieu aux États-Unis, je crois. Mais aux États-Unis, et c'était dans les années 60-70. L'idée, c'est que c'est un professeur d'université. Putain, quelle bonne mémoire tu as. Ouais. Tu m'hallucines. Oui, parce que le point de départ, je trouve le point de départ vraiment fascinant de ce film-là. Et donc, l'idée, c'est que c'est un professeur d'université qui était assez... interloqué par le fait que ses étudiants disaient que et d'ailleurs ce que je vais dire c'est encore plus drôle vu le contexte actuel hein. Oui était interloqué que ses étudiants lui disaient que le totalitarisme façon Hitler n'était plus possible aujourd'hui. Oui, parce que les gens sont trop conscients de ce qui s'est passé. Les gens sont beaucoup trop conscients de ce qui s'est passé, donc ils ne laisseraient pas se reproduire. Donc on voit ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. On voit que globalement les mecs, soyez pas si sûrs de vous. Il y a des gens qui comprendront jamais. Il y a des gens qui comprendront jamais, et des coups de latte dans la tronche, ça leur fait toujours du bien, sachez-le. Et donc
il a mis au point une expérience avec ses étudiants pour leur prouver que, les gars, si ça peut se reproduire, parce que finalement les mécanismes du totalitarisme sont beaucoup plus insidieux et jouent sur des leviers qui sont beaucoup plus vicieux et beaucoup plus ancrés dans la culture, surtout occidentale, qu'on ne le croit. Et donc il met au point une expérience où au début ça paraît innocent, puis l'idée en fait c'est que les groupes vont se monter les uns contre les autres avec des phénomènes d'appartenance complètement arbitraires, hein, en plus là pour le coup c'est encore plus arbitraire qu'une religion. Enfin c'est vraiment les groupes sont déterminés au hasard et ils doivent, enfin il y a des logiques d'appartenance juste parce qu'ils ont été tirés au sort dans la même main. Enfin et le professeur met fin à l'expérience avant son terme parce que il voit que globalement ça marchait trop bien. Et voilà. Oui, que les jeunes y croient trop et tout d'un coup il se rend compte qu'il est en train de créer un mouvement totalitaire. Voilà, il est en train de créer un mouvement totalitaire, donc il met fin à l'expérience. Donc la vague, le film, va un peu plus loin que ça, c'est-à-dire que dans la version, dans la vie réelle, l'expérience a été arrêtée à temps. Là, dans le film allemand, l'expérience n'est pas arrêtée à temps, c'est-à-dire que le prof dans le film rentre lui aussi complètement dans le jeu. Et devient aussi un tyran. Enfin, il ne se rend plus compte en fait de ce qu'il a fait et il prend goût au fait d'être un leader charismatique pour ses élèves qui s'inventent genre les élèves ils percutent pas, tu sais, ils font ouais si on s'inventait un site de reconnaissance. Et ils font une espèce de salut en forme de vague. Un salut en forme de vague qui ressemble au salut de tous les nazis de l'espace, tu vois, les méchants quand ils se font des saluts. En général, c'est ce genre de truc. Voilà, donc et ils s'inventent un logo aussi. Ils s'inventent un logo, ils s'inventent comment ça s'appelle, un dress code aussi. Ils sont habillés en blanc. Ils sont habillés en blanc, ils ont un brassard rouge, enfin voilà. Donc ça va jusque là et évidemment ça va trop loin, il y a un drame qui se produit parce que oui, sans spoiler. Alors on va forcément spoiler le film puisque donc si vous zappez quelques minutes si vous l'avez pas vu. Voilà, à mon avis, le film tient et juste ces 2 premiers tiers sont vraiment intéressants. Et le dernier tiers, c'est celui où ils peuvent pas s'empêcher que ça dérape, donc le dérapage, il y a quelqu'un qui meurt et du coup en fait ça fait perdre un peu le film sa substance réaliste en fait. Oui, en fait c'est un peu effectivement la fin est superflue, je pense. Ouais, complètement. Et vraiment ça m'a un peu gâché le film, ouais. Mais pour moi ça m'a pas gâché le film parce que comme tu dis en fait toute la mise en place est je trouve très réussie et surtout moi j'aime beaucoup en fait le personnage du prof parce que justement il met parfaitement justement en lumière ce rôle de responsabilité. C'est enfin dans les métiers de l'éducation, on te parle de charisme naturel en fait. L'idée que ton statut, bon, moi c'est surtout vrai parce que j'ai affaire à des élèves beaucoup plus jeunes que dans le film, mais l'idée c'est que ton statut de prof, ta position seule face aux autres, etc., te confère naturellement un ascendant naturel sur les élèves. C'est un truc qu'on te dit au début de ta carrière mais qui est assez vrai, c'est-à-dire qu'il faut en prendre conscience, c'est-à-dire que globalement même si t'as des fortes têtes machin, globalement t'es en position de force, t'es en position de leader et tu vas influencer ces gars et tu vas les influencer et en fait c'est quelque chose qui est hyper important dans le métier de prof. C'est que faut jamais que tu perdes conscience de ça, c'est qu'à un moment donné tu peux briser quelqu'un sans te rendre compte parce que justement t'as une telle influence que lui va plonger dedans. Et donc le personnage du prof dans le film là je trouve super intéressant pour ça, c'est qu'il est vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'il oublie au début en plus il prend ça à la blague, c'est-à-dire que il y a un côté un peu connard pédant parce que il prend ça un peu à la blague machin, puis au fur et à mesure genre oui je peux arrêter ça quand je veux, ouais. et quand il plonge lui aussi dedans, il s'en rend plus compte et il perd pied et il entraîne le mouvement, enfin voilà, et je trouve cette étude de caractère vachement réussie parce que ouais justement c'est des responsabilités qui sont énormes et à un moment donné justement quand on les utilise mal ou quand on oublie le poids de ses responsabilités, quand on les travestit, et ben ça peut entraîner le pire en fait. Et justement, moi j'avais peur qu'il tombe dans le scénario où à la fin ce soit le bon prof qui revienne à la raison et qui les ramène tous, machin. Enfin tu vois, que à la limite, même si je trouve la fin un peu ratée, je trouve ça mieux que si ça avait été une prise de conscience du prof qui ramène tous les élèves et tout se finit bien. Tu vois ce que je veux dire en fait. Enfin, oui, il fallait un échappatoire moral au film, quoi. Voilà, donc quelque part, voilà. Moi, pas à nous, mais au film. En tout voilà. cas. Moi, j'aime bien cette étude de caractère là qui montre aussi que finalement le principe du mouvement totalitaire, c'est que même si les gens sont responsables à la base,
sans les bonnes pichenettes, en fait, le truc ne peut pas prendre forme. Et donc, on gomme pas les responsabilités de cet homme-là, quoi. Et encore une fois, c'est intéressant que ce soit un film allemand qui se pose ce genre de questions et pas un film ricain. On peut s'imaginer les gros sabots qu'aurait payé un film hollywoodien. Que l'Allemagne se pose des questions sur sa propre identité, bien sûr, sur son héritage et bien sûr. Voilà, un pays où la croix gammée est bannie. Voilà. Bien sûr, oui, non, mais évidemment, c'est là où c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'effectivement, c'est que ces générations-là. Alors, pour le coup, je vais citer un cinéaste qui est souvent conspué, mais qui a eu des propos très intéressants sur la chose. C'est Uwe Boll, figure-toi. Oh putain, qu'est-ce que tu vas me sortir? Non, mais je m'accroche. Non, même pas. Alors, en fait, Uwe Boll est un personnage beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Et malgré tous ces détours, il avait fait un film que je n'ai pas vu. Je ne veux pas le voir. Non, mais celui qui s'appelle Auschwitz, en fait, qui en fait à moitié documentaire, à moitié fiction. J'ai jamais vu, mais en fait le point de départ du film, parce que moi en fait j'ai vu pas un documentaire, mais comment ça s'appelle, une interview de lui à propos de ce film-là. En fait, l'idée, il était parti du fait que d'une étude allemande qui montrait que le passé nazi de l'Allemagne était de plus en plus oublié par les jeunes des années 2000, etc., quoi. Et en fait, je pense que justement l'Allemagne n'échappe pas à ce genre de phénomène, pas plus qu'un autre pays, et que c'est vachement important justement qu'ils se posent ces questions-là, quoi. Et du coup, dans ce cadre-là, ce film-là est vraiment intéressant, quoi. Où est-ce qu'on va le classer? Et en sachant que ce film est beaucoup plus intéressant que tout ce qu'a fait Uwe Boll. Hein. Oui, non, bien sûr, non, mais je dis pas, mais je dis juste que voilà, c'est un phénomène. Enfin, moi, j'en avais entendu parler par l'intermédiaire du Uwe Boll. J'ai pas vu le film Auschwitz parce que non, faut pas déconner. La campagne de promo était assez dégueulause, donc ça m'intéressait pas. Mais en tout cas, j'avais appris l'existence de ces études et de ce phénomène-là via un commentaire de sa part, quoi. Donc, où est-ce qu'on va le mettre? Je regarde un petit peu la liste parce qu'on commence à avoir une liste fournie quand même. Le milieu de tableau est très très fourni chez nous. Ouais, le milieu de tableau est assez riche, ouais. Tu vois, je regarde les alentours de Gangs of New York. Attends, où est-ce qu'il est, Gangs of New York? Il est là. Ce sont pas des films complètement satisfaisants. Moi, je le mettrais. Écoute, moi, je le mettrais en dessous de 8 femmes, personnellement. J'allais dire que 8 femmes, c'était ma barrière. Ouais. Alors, symboliquement, je le mettrais sous Le Pianiste, peut-être. Alors, je trouve La Vague plus intéressant que Le Pianiste. Ok, go, allez. Mais voilà. Non, ok, La Vague. Okay. La Vague devient donc 59e meilleur film des années 2000. Et on continue avec cette... thématique germanique. Cette thématique teutonne, oui, car c'est que des films en allemand, là. Et c'est Das Leben der Anderen, La vie des autres. Ah, voilà, il était temps. Voilà, tu le voulais, hein. Bah oui, évidemment, je le voulais. Bon, on peut annoncer la couleur, grand film. Très très grand film. Alors très très grand film. Ouais. Très très grand film. Je vais raconter une anecdote qui est totalement personnelle, qui n'apporte des choses qu'à moi, mais je m'en fous parce que c'est notre émission, donc je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, mon pote. Non, mais c'est que La vie des autres, en fait. J'ai vu le titre, j'ai fait. Oh putain, encore un film français de merde, jamais je vais voir ça. Vraiment, c'est vraiment non, ça ne m'intéressait pas. Et donc j'ai fini par le voir parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et je savais pas que c'était un film allemand. Je savais pas de quoi ça causait. J'étais persuadé que c'était, un film qui essaie de surfer sur la vague post-Bakri, tu sais. Oui. Ah oui, c'était Le goût des autres, oui. Oui, voilà, j'étais dans l'optique Le goût des autres, machin. Ils ont pas pu avoir Bakri parce qu'en plus sur l'affiche tu vois juste le personnage principal qui est un peu chauve et tout. J'étais vraiment. Tu vois Ulrich Meux, son nom. Je sais pas pourquoi je suis parti dans cette optique-là, mais bon bref, j'étais dans cet esprit-là et donc je l'ai vu complètement libre de tout. Et grosse baffe dans la gueule parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et c'est un film voilà, pour résumer, ça parle en fait au moment dans les années 80 en Allemagne de l'Est.
C'est un agent de la Stasi. Un agent de la Stasi. Donc la Stasi, globalement... C'est la police secrète de l'Allemagne de l'Est. C'est la police secrète de l'Allemagne de l'Est. C'était pas des gens hyper recommandables. Non, c'était un État totalitaire. C'était une dictature. Une dictature. Donc c'était le bras armé et politique, parce que c'était un instrument autant politique que répressif. La Stasi, c'était un organisme très puissant. Donc, et on suit un fonctionnaire de la Stasi. Et le terme est vraiment très très important à mon sens, parce que c'est vraiment ça, le personnage principal, c'est un fonctionnaire. C'est quelqu'un qui fait son taf. Il fait son taf. Ce qui sera souvent une défense d'ailleurs de tous ces gens, oui, que ce soit exactement. De la Seconde Guerre mondiale ou du bloc communiste, c'est dire ah ben non, on faisait notre boulot. Voilà. Et il est chargé d'écouter, de mettre sur écoute et d'écouter un dramaturge. Un dramaturge allemand, donc qui est joué par comment il s'appelle, Sébastien Koch, qu'on a vu dans Black Book. Dans Black Book, ouais. Plutôt beau gosse, plutôt vieux beau. Plutôt beau gosse, plutôt bon acteur aussi. Ouais. Donc, et évidemment, parce que faut savoir que comme tous les États totalitaires, l'Allemagne de l'Est n'aimait pas énormément la culture, parce que la culture apporte la réflexion, apporte la libre expression, soit deux choses que ne cherchent pas les États totalitaires. Et donc, il est mis sur écoute par ce fonctionnaire, puisque il faut le surveiller. Il faut le surveiller parce qu'il est dangereux pour le régime. Voilà. Et s'il y a un problème, on tire la sonnette d'alarme et il est immédiatement envoyé au goulag. Voilà, exactement, c'est ça l'idée. Et donc... Enfin, au goulag, en prison. En prison, oui, oui, les modalités. Et donc, on suit cette histoire et donc, on plonge vraiment au cœur de ces années-là, au cœur parce que c'est avant la chute du... En fait, l'époque est importante parce que le mur de Berlin, rappelons-le, est tombé en 89. Et donc là, ça se passe avant, et c'est la période un peu de rupture. Tu vois, c'est un peu le moment où le régime sent qu'il commence à être vraiment affaibli, mais il est encore bien en place, faut pas non plus déconner. Donc vraiment, tu sais, c'est un peu la bête blessée. C'est ça, quoi. C'est là où finalement les régimes totalitaires sont le plus dangereux, c'est quand ils sont sur le moment de tomber. Enfin voilà, on parlait des nazis. Quand à un moment donné ils sentaient que le vent tournait, c'est là où ils ont commencé à accélérer les camps de la mort, à accélérer le processus de la solution finale. Enfin voilà, la mécanique est récurrente avec tous les régimes totalitaires, Daesh, tout ce que tu veux. À chaque fois, c'est dès qu'ils sentent que ça sent la mort pour eux, ils se mettent à devenir pire encore que ce qu'ils étaient. Donc on est vraiment à ce cap-là, et tu vois ce fonctionnaire qui apprend, en fait, qui fait partie de la vie de ces personnages-là, sans en faire vraiment partie, et qui prend conscience que finalement il y a une responsabilité énorme sur des vies, des vies que l'on peut broyer dans un système complètement arbitraire, quoi. C'est exactement ça, et ça montre, alors, et c'est peut-être s'il y avait un point faible dans le film, ça montre aussi le côté humain de la machine, alors que en fait la machine était beaucoup plus forte que les humains. Oui, elle était beaucoup plus répressive, et ça nous montre un cas de figure. C'est presque une comptine, c'est presque une fable au niveau de ce qui va se passer. C'est que donc l'agent de la Stasi va les mettre sur écoute, et il va être littéralement fasciné par la vie vie du la vie du dramaturge, et va être fasciné aussi par son amour, par son travail. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va falsifier les preuves de son enregistrement au fur et à mesure. Exactement. Et cacher les résultats de son écoute à ses supérieurs, à tel point qu'il y a tout un problème il a écrit un article qui a été publié dans Der Spiegel, ou je sais plus si c'est quel canard allemand, je ne connais que Der Spiegel. et du coup il cherche l'original, pas l'original mais la machine à écrire, parce que c'était à ce point de parano. Il cherche la machine à écrire, et donc il fouille chez lui. Enfin, il y a tout un bins autour de cette machine à écrire. Et je trouve s'il y a un point faible dans le film, c'est qu'ils sont trop soft sur la représentation de la répression de la RDA, parce que ça nous montre le survivant, celui qui est passé entre les mailles du filet. Alors que honnêtement, on n'y en passait pas. Et là, je vais aussi citer un peu d'expérience personnelle. Quand on appelait les cousins en URSS,
on savait qu'on était sur écoute, et ça, genre, on le savait, c'était presque, tu connaissais un petit clic-clic dans le téléphone, et tu savais que tous les appels venant de l'étranger, ils étaient placés sur écoute, c'était obligé. La répression était totale et violente, et c'est quelque chose que le film ne représente pas. Il montre le mec qui est passé entre les mailles du filet. Oui, c'est le film qui ne représente pas, mais je pense que c'est un vrai parti pris, c'est-à-dire que là encore, on est vraiment dans la réappropriation de l'histoire et tout, et je pense que le parti pris, en tout cas, c'est que effectivement, t'as pas de rafle, t'as pas tout ce qui peut se passer au moment où tu te fais choper, mais je pense que justement l'obsession du personnage principal pour les détails, pour la méticulosité, enfin tu vois, c'est un type qui est extrêmement scrupuleux, même quand il falsifie ses écoutes. Tu sens toute la pression qu'il y a derrière, c'est-à-dire que tu sens que le mec, les procédures sont hyper subtiles, et que lui, à chaque fois, il rentre dedans. Et tu sens que justement le moindre truc peut déraper, en fait. Et c'est peut-être justement, on voit pas la dureté de la répression, mais c'est peut-être là où le film marche le mieux pour moi, c'est que même sans ça, tu la comprends, dans le sens où tu vois que vraiment tout le film se joue sur la subtilité, le détail, et que chaque subtilité, chaque détail engrangé est vital, en fait. Enfin, tu sens par le stress du personnage principal. C'est très méticuleux, on va dire. C'est hyper méticuleux, et tu sens vraiment que le film arrive à transmettre ça, que justement cette sorte de machine à écrire, le moindre mot dans une phrase peut faire basculer le truc, et tu le ressens vraiment. Et finalement, à mon sens, je pense que tu n'avais pas besoin justement des images de violence ou quoi que ce soit pour comprendre la pression du système qui repose sur les épaules de ce type-là, quoi. Et juste pour terminer sur cette histoire de réalisme ou de contraste, on est un peu presque dans une fable, puisqu'il va littéralement tomber amoureux de sa vie, enfin, c'est très métaphorique. Oui, parce que lui c'est un homme libre qu'il n'est pas, justement, d'où le terme fonctionnaire. Enfin, c'est un peu là où fonctionnaire au stade esclave de l'État. Juste pour souligner cette différence importante, c'est qu'il y a eu un Schindler, mais il n'y a pas eu de... ce n'est pas arrivé ce qu'on nous raconte, c'est une pure œuvre de fiction. Mais ce qui est intéressant à mon avis, c'est que, et ça c'est peut-être le bon timing de ce film, il est sorti en 2006, c'est que, et ça part du même principe que La Vague, les gens oublient ce qui s'est passé. Les gens oublient la répression, et pour en parler avec des Russes d'aujourd'hui qui sont nés en même temps ou après la chute du mur et la chute du bloc communiste, c'est qu'ils ne se rendent absolument pas compte, et c'est effarant, de ce qu'était le bloc communiste pour l'avoir un tout petit peu vu, un tout petit peu vécu. Ils se rendent pas compte des heures de queue, ils se rendent pas compte de la répression, ils se rendent pas compte de l'oppression, parce que c'était des états dictatoriaux. Et ce film a aussi cet effet de nous rappeler que tu n'avais pas le droit, et c'est rarement représenté, ce fait on te censure même le fait de penser ça chez toi. Oui, exactement. Exactement. Je vais te dire un truc, ma maman, quand on allait pour la première fois en URSS, elle m'a montré la Pravda, donc je crois que c'était 87, je crois, si je me souviens bien, ou 86. Elle m'a montré la Pravda, et elle me montre Lénine, et elle me fait confiance. Elle me dit, tu vois, cet homme-là, c'est un mec pas bien, mais il faut pas que tu dises que c'est un mec pas bien, sinon on te met en prison. Et j'ai compris tout de suite, je devais avoir 6 ans ou 7 ans, non, peut-être un peu plus 8. Et j'ai compris tout de suite ce que c'était que l'oppression et un état dictatorial avec cette phrase-là. Ce mec-là, c'est un mec pas bien, mais si tu dis qu'il est pas bien, on te fout en tôle. Et les gens de la nouvelle génération oublient complètement le délit d'idées. Et c'est ça qui est important, à mon avis, dans la vie des autres. C'est que tu te plonges dans la vie des autres, tu te plonges chez eux. Oui, et ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent chez eux. Et la peur absolue de cette époque-là, et que ça soit en RDA ou en Russie, c'est la même chose. C'est que tu avais peur de penser et de dire ce que tu pensais, parce que tu pensais que tu vas te faire arrêter. Quelqu'un va te balancer, et c'était un système absolument horrible là-dessus. Et je pense que c'est une des 2 grandes qualités de ce film. Voilà, parce que le fond, c'est que les idées sont puissantes et les idées sont dangereuses, en fait. Pour les personnages comme pour le système. Enfin, il y a vraiment et ouais, on est dans l'annihilation de
de l'humain, parce que leur vie est entière, est mise sur écoute. Voilà, les histoires d'amants, tu sais, même les choses complètement intimes qui ne regardent que le couple finalement. C'est important parce que justement le type, enfin, il peut être vu comme des dépravés, machin. Enfin, il y a toute une mécanique de destruction de l'intime qui se met en place durant tout le film, et vraiment ça le montre très bien. Et voilà, il a voulu faire un film positif parce que oui, et on parlait de la fin de la vague. La fin est extrêmement positive. Je pense que la fin est géniale là-dessus. La fin est superbe. C'est une fin de conte de fées, c'est une fin douce, amère, ironique. Oui, puis en sur plus le temps qui passe, parce que ils vont vivre tous les deux des drames. Ouais. Et la fin le montre vraiment très bien, et surtout elle leur donne une élévation supplémentaire, une élévation intellectuelle. Voilà, et puis à l'image de ce que sont ces deux personnages durant le film. Voilà, et puis justement, on voit que le personnage du fonctionnaire devient vraiment quelqu'un est vraiment quelqu'un de vraiment bon. D'ailleurs, c'est le titre d'un des romans du dramaturge une fois que tout ceci est fini. C'est que il cherche pas la reconnaissance, tu vois. Il va pas, t'as pas le côté oui, c'est moi qui vous ai sauvé. Enfin, vraiment, il est juste content d'avoir sauvé une vie, tu vois. Voilà, content pour lui. Voilà, il cherche pas à tirer des lauriers. Enfin, tu vois, c'est vraiment, on est au-delà du stade du héros, parce que, dans l'absolu, le type, c'est un héros. Il met sa vie en jeu dans un système qui c'est fatal pour sauver quelqu'un d'autre qui lui au départ inconnu. Mais il est au-delà de ça, il est vraiment au-delà de la préservation de ce que c'est qu'être humain, quoi. Tu as raison, le sens du mot héros est souvent bafoué. Héros, maintenant, on le dit pour n'importe quoi, on le dit pour un mec qui va à Koh-Lanta, on le dit, on le dit pour un sportif. Héros, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire et qui met sa vie et la vie des siens en jeu. Et c'est justement ça le propos. Exactement. C'est que l'héroïsme, c'est de faire quelque chose qu'on n'attend pas de toi, ni de ton travail, ni de ton statut. C'est quelque chose que tu fais par sacrifice. Et je pense que c'est une des beaux messages de ce film, je pense. Voilà. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que certes, c'est une fable, mais ça n'en demeure pas un film très humain. Oui, très très humain. C'est pas mielleux. Enfin, tu vois, il y a vraiment il y a un rapport à la nature humaine qui est formidable, quoi. Où est-ce qu'on va le mettre ? Bah, pour moi, ça va assez haut. Je dois te ça dire. Va au-dessus de la vague, c'est sûr, et ça va au-dessus de Goodbye Lenin même si Goodbye Lenin est plus drôle. Ah bah là oui, ouais. c'est pas le même propos. C'est pas le même propos, ouais. Moi je le mettrais. Je le mets au-dessus de Match Point. Moi aussi, je le mets au-dessus de Ratatouille. Je le mettrais peut-être pas au-dessus de Volver. Alors ok, au-dessus de Ratatouille mais en dessous de Volver. Ok. Bah écoute, c'est une bonne sortie pour le cinéma allemand. On a encore un dernier film. Oui, c'est pas terminé. C'est pas terminé. On a encore un dernier film, et tu peux deviner le film qu'on va voir. C'est Der Untergang, qui s'appelle La Chute. La Chute. Voilà, c'est l'histoire d'un héros. Non, et d'ailleurs, ça a posé problème pour plein de gens, c'est que ce protagoniste, et je l'appellerai pas autrement que ça, c'est un protagoniste, c'est-à-dire que c'est le personnage principal de l'histoire. Ce personnage principal est montré parfois dans des moments très humains, comme quand il s'occupe d'un chien. Et ce personnage principal, et alors cette émission est classée Godwin de film. C'est Adolf Hitler. C'est Adolf Hitler, oui. C'est les 10-12 derniers jours de sa vie. Exactement. Et qui sont devenus un mème, puisque... Exactement. La fameuse scène où il engueule où il engueule son état-major lors de la prise de... Je crois que c'est la prise de Berlin par les Alliés. Par les Alliés, ou non, c'était les communistes, hein, je crois que c'est les Russes qui sont... les Russes, mon grand-père y était. Ouais, c'est les Russes qui sont rentrés les premiers à Berlin, d'où... la fameuse scission du mur de Berlin, tout ça. Enfin, c'est pas pour rien. C'est parce que les Russes, il y avait une compétition entre les Allemands et les Américains et les Russes, et les Russes sont rentrés les premiers à Berlin. Berlin était, à la sortie de la guerre, était partagé en 4 zones en fait. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'était un beau bordel. Mais bref, du coup, oui, La Chute, qui nous raconte effectivement, comme tu dis, les derniers jours d'Adolf Hitler dans le bunker avec son état-major.
Et là aussi, c'est un film qui est super important pour les Allemands. Et d'abord, c'est un truc qui a déjà été fait des tonnes de fois, en fait. En livre, en bouquin, en film. C'est pas le premier. Il y a eu déjà les 10 derniers jours d'Hitler, si tu te souviens, avec Alec Guinness. Oui, tout à fait, ouais. Qui jouait Adolf Hitler. Ouais, tout à Donc fait. il faut le voir, Obi-Wan jouait Adolf Hitler, c'est très particulier. Et c'est presque un genre cinématographique en soi. Les derniers jours d'Hitler, c'est un classico. Voilà. C'est un classico. Sauf que là, du coup, ça a été fait par des Allemands, d'un casting allemand, et ça a été fait vraiment façon, distribué en tout cas façon blockbuster. C'est pas un blockbuster, mais c'est-à-dire que c'était un film majeur, médiatique. Très médiatique, à large distribution, etc. Enfin, voilà, c'était pas du tout un film d'auteur fait dans son coin. Enfin voilà, c'est le but justement, c'est qu'il soit distribué le plus possible, quoi. T'avais aussi cette volonté d'en faire un film populaire de par sa nature, quoi. Et par contre, cinématographiquement, ça m'emballe pas plus que ça, moi, je te dire. Je trouve le film réussi. Bon, déjà... la performance de Bruno Ganz. La performance de Bruno Ganz est vraiment extraordinaire. Enfin, voilà, il arrive à rentrer dans le personnage, et je trouve qu'il a le bon ton, parce que tu vois, effectivement, t'as des moments qui l'humanisent, mais globalement, tu vois quand même tout le côté impétueux, tout le côté presque fou. Mais en fait, et c'est ça qui est assez bien, c'est qu'il joue pas un fou allié, hein. Mais tu vois que globalement, que ce personnage-là en lui-même... Il joue pas un fou allié, mais il joue pas un personnage très intériorisé non plus. Oui, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le risque aussi, c'était de dire, ouais, Hitler était fou. Tu vois ce que je veux dire ? Non, il le joue pas comme un fou. Il le joue pas comme ça, c'est-à-dire qu'il c'est vraiment un personnage plus grand, bigger than nature, comme diraient les Américains, quoi, plus grand que tout, excessif, impétueux, etc. Et qui est pas un crime de le représenter comme ça, puisque c'est ce qu'il était. Puisque tu ne deviens pas le Führer de tout un pays, et tu ne l'emmènes pas un pays à conquérir toute l'Europe, à conquérir toute l'Europe et à leur perte. Si tu n'as pas une once de fascination que tu peux provoquer chez les gens, si tu n'es pas un personnage largement naïf. Voilà, et c'est ça qui est très bien rendu, c'est que on tombe pas dans le côté ouais, il est fou. Enfin, tu vois, genre, pour moi, c'est le plus dramatique, c'est les gens qui disent ouais, mais les nazis n'étaient pas responsables de leurs actes, ou genre dernièrement lors des défilés de Charlottesville, les mecs qui font oui, mais ils savent pas ce qu'ils font, non, c'est toujours ce que tu fais. Ils savent ce qu'ils font. Enfin, faut arrêter avec ce genre de conneries. Le danger justement, c'est de les croire fous, de les croire différents, ou pire, les mecs qui disent ouais, ils sont trop incultes pour être nazis. Non, alors il comprend pas ce qu'il fait. Non. Et ça, c'est valable même pour l'être humain en général. Oui, non, tout le monde comprend ce qu'il fait. Faut arrêter ce genre de conneries, et c'est parce que c'est vraiment sous-estimer l'ennemi. Le mot est employé à dessein. C'est vraiment sous-estimer l'ennemi que croire qu'ils sont fous ou trop cons. Non, ils savent parfaitement ce qu'il fait. Et justement là, le portrait d'Hitler, et c'est un homme, c'est un personnage en lui-même charismatique, qui a ses failles humaines, mais qui a aussi ses excès de colère, ses obsessions. Enfin voilà, et je trouve que le portrait est vraiment très réussi, parce qu'on nous montre que oui, c'est possible, c'est possible, c'est arrivé, donc ça fait historique, mais que c'est pas un hasard, effectivement, comme tu l'as dit, que cet homme a entraîné son pays vers une espèce de gloire fantasmée, puis une chute complètement abrupte. Voilà, le personnage est vraiment bien équilibré, et la performance de Bruno Ganz, il est vraiment pour beaucoup, je trouve, et je trouve le portrait qui est fait d'Hitler est vraiment réussi, quoi. Alors, voilà, le portrait d'Hitler est convaincant. Je suis moins convaincu par la garde rapprochée, en fait. Parce que il y a pour avoir je suis passionné d'histoire, et j'ai beaucoup lu sur le sujet de la garde rapprochée, et puis j'ai vu Valkyrie. Garde tes munitions. Voilà. Mais oui, voilà, la garde rapprochée est montrée de manière très très particulière, puisque il y a des authentiques criminels de guerre qui sont montrés, mais vraiment genre comme si c'était des enfants de cœur. C'est quand même des gens qui ont participé à la destruction de leur pays, à la destruction d'un peuple, de plusieurs peuples et de plusieurs communautés. Non, mais j'entendais le peuple au sens être humain mondial. Et ils sont présentés, genre, c'est vraiment, l'accent est mis sur Hitler, mais du coup les autres sont montrés un peu comme des victimes de Hitler. Ouais, c'est vrai. Et ça me dérange un petit peu. Ils sont genre, ils savent pas, genre.
maintenant qu'on est là. Non, c'est pas ça. C'était des complices. En fait, c'est un peu effectivement le problème, c'est qu'on est à un stade de l'histoire où globalement tout le monde sait que c'est perdu. Voilà. L'idée c'est ça. Tout le monde sait que c'est perdu sauf lui. En fait, l'idée c'est ça, quoi. C'est ça. Et effectivement, du coup, on les monte dans des positions qui ne sont pas fortes, parce que par exemple, on prend Goebbels au hasard, hein, le Steve Bannon de l'époque. Goebbels, c'était donc le ministre de la propagande. Enfin, c'était un personnage essentiel du régime nazi. Sans lui, globalement, la machine ne fonctionnait pas comme avec l'efficacité avec laquelle elle a fonctionné. Et effectivement, là, il est en retrait parce que aussi, c'est un moment de l'histoire où globalement, son rôle n'avait plus d'impact, quoi. Et c'est vrai que du coup, ça crée un phénomène de victimisation par rapport à l'écrasant charisme d'Hitler à côté, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu étrange cette sensation-là, quoi. Je vais te dire un truc, je suis pas très fan de ce biopic. Je suis pas fan des biopics. Déjà, la représentation d'Hitler au cinéma est très particulière. Elle me fait rire quand c'est dans Indiana Jones. Elle me fait encore rire quand c'est dans L'As des As. À L'As des As, j'avais pas le droit. Je te rappelle, j'avais pas le droit quand j'étais petit. Mais je suis pas complètement sold par ce film. Et le fait qu'il soit devenu un mème, c'est presque c'est un cadeau presque de rentrer comme ça dans la culture populaire, alors que t'es en train de montrer genre un des plus grands criminels de guerre de l'histoire de l'humanité. Où est-ce que tu proposes de le mettre ? En sachant qu'on juge le film, hein, bien sûr. Hein, c'est pas. Ouais, moi je trouve que c'est un film qui reste efficace. Je le reverrai pas, je pense, parce qu'il a ses longueurs et en matière de huis clos, c'est pas non plus. Mais par rapport à Lilo et Stitch, tu vois. Moi je le verrai entre. Attends. Moi je le verrai en dessous de fucking Kassovitz. Ah, c'est quand même très haut, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est un film qui reste important et puis même qui se laisse regarder. Après, comme dit, je le regarderai pas parce que je sais pas, je peux pas le mettre au-dessus de La Vague et au-dessus du Pianiste, je pense pas. Et au-dessus de Black Book surtout. Alors, on le met en dessous de Black Book alors du coup. Putain, on a une espèce d'alliance nazie là. Ouais, on a un tir groupé nazi au milieu du classement. Au-dessus d'Obrother donc. Ah écoute, pour séparer un peu, pour faire un peu moins les nazis sont là. on le met entre Brother et la tour Montparnasse infernale. Mais je préfère encore regarder la tour Montparnasse. Ah, pas moi. Allez. Ah, vraiment ? Oui, vraiment. D'accord. Ok, je te suis. Putain, comment il a fallu négocier la chute. Mais l'important, c'est pas la chute, hein, c'est l'atterrissage. Exactement, comme dirait Casso. Alors, j'avais prévu pas mal de listes, mais on est déjà très très long, donc on va en faire une dernière. Mais une dernière très très bien. Ah bon, bah tant mieux. Une dernière très très bien. Tu m'as dit que tu voulais du top tier. Ça fait longtemps qu'on a pas eu de top tier. Donc je te propose une liste qui nous est envoyée par Simon B. Merci Simon pour ta liste. C'est une liste qui s'appelle Le vieux n'est pas toujours l'ennemi du bien. D'accord. Ça peut être n'importe quoi. Oui, et attention, je te promis du top tier. On commence par The 40-Year-Old Virgin de Judd Apatow. Putain, non, t'as tellement pas le droit. Oh là là. Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu. Ça dure 2h30. C'est interminable. Putain, et c'est interminable. Et contrairement à d'autres productions de Judd Apatow, c'est filmé avec le cul. C'est incroyable de laideur cinématographique. On est d'accord que Steve Carell est cool ? Alors, Steve Carell est plutôt cool. Bon, après, voilà, c'est Steve Carell. J'aime bien Steve Carell. Voilà. Seth Rogen aussi, pas mal, non ? Seth Rogen, c'est pas son pire personnage, on va dire. C'était même pas le même pire personnage de Leslie Mann. Voilà, il y a mais il y a Kat Dennings dedans, en fait. Oui, ouais, mais enfin. Comment te décrire ça ? Attends, tu sais quoi ? Je trouve que celui-là est un Apatow assez valable parce que c'est plutôt un Steve Carell. C'est Steve Carell qui a eu l'idée du film et qui allait voir Apatow en fait. Ouais, mais le problème c'est que c'est possible. En fait, je déteste ce film parce que les personnages de... L'idée, voilà, Steve Carell est un puceau de 40 ans, voilà, tout est dans le titre, et ses potes, dont Paul Rudd aussi, par exemple. Paul Rudd qui aura droit à son spin-off VC40 rien que pour lui. Ah d'accord, ça en fait, VC40, il prend le personnage de Leslie Mann et de Paul Rudd,
D'accord. Et c'est la suite en fait. C'est le backdoor pilot comme on dit. Voilà. D'accord. Et donc ses potes vont essayer de remédier à ça. Le problème, c'est que je trouve les personnages des potes, genre j'aurais des potes comme ça, ils seraient écrasés par un semi-remorque, je les regretterais pas quoi. C'est ça qui me rend heureux d'être ton ami quand j'entends ça. Non mais vraiment, les personnages des potes, ils sont pas très sympas en fait. C'est des enculés, putain. Et le problème, c'est que c'est des enculés et tout le film, c'est virtuel, montrer ouais, mais ce qu'ils font, c'est cool parce qu'ils rigolent bien quoi. Et non, les potes sont vraiment des gros bâtards avec ce type. Et on nous les montre comme les good guys parce qu'ils l'aident parce que finalement, fourrer sa bite dans un vagin, c'est un peu le graal de la vie. Enfin genre. Putain, mais c'est insupportable quoi. Ah, c'était pas le. Non, bon, d'accord. Non, mais vraiment, je ne supporte pas les personnages. Alors que le personnage de Steve Carell. C'est Steve Carell qui vole le show. Et les scènes où Steve Carell est tout seul, où Steve Carell se fait épiler. Je suis désolé, ça me fait encore rire. Ah, moi, les scènes où se fait épiler, c'est. Ouais, bon, mais justement, cette scène-là où t'as tous ses potes qui rigolent et. Enfin, oui, voilà. S'il y avait pas les potes autour qui rigolaient, ça serait plus agréable en fait. Et voilà, le personnage pourrait être touchant en fait, parce que lui en fait justement, il y a un côté un peu touchant, c'est que lui, il veut pas juste le sexe, enfin, il aimerait juste vivre une vie un peu complète, tu vois, donc avec de l'amour machin. Mais il y a à chaque fois ces putains de potes autour qui sont insupportables. T'as envie de les baffer. Enfin, genre, c'est horrible et ça dure tellement longtemps pour en plus un postulat qui est simple. Ça dure 2 heures. Ça dure 2 heures, c'est ça, ouais. C'est pour un postulat qui est simple et qui devrait résoudre simplement. Enfin, c'est quoi le problème avec Judd Apatow de faire des films d'1h30 ? Enfin, je veux dire, ces sujets ne réclament pas plus. Vraiment. Ouais, et souvent, et du coup, en fait, le problème, je te dirais, s'il y a un problème chez Apatow, et on n'est pas complètement d'accord sur Apatow, mais il y a un de ses défauts récurrents, c'est qu'il se laisse trop aller à filmer les acteurs en mode impro, et ça se voit à certaines scènes. Oui, bien sûr. Et en fait, non, en fait, tu gagnes beaucoup en fait à écrire, parce que en fait, quand tu commences à dire à tes acteurs, vous êtes tellement bons, allez-y en impro et je vous filme et je garde. Bah, ça se voit que c'est des trucs que t'aurais pas gardé, c'est des chutes, et dans V640, ça se sent énormément en plus, d'ailleurs. Non, mais voilà. Enfin, moi, c'est problème. Genre, la moitié est improvisée, sans doute. Moi, c'est un film que j'ai regardé en 3 fois, encore une fois. La scène qui m'a fait rire, c'est quand il est pourchassé par les pubs pour le. C'est genre, t'as des pubs pour des soutiens-gorge, il croise des nanas avec des décolletés. Enfin, voilà, c'est la scène, elle m'a fait rire, mais sinon, j'ai pas ri de tout le reste du film. Et encore une fois, c'est filmé comme un épisode de Friends, quoi. La caméra est posée dans un coin, la lumière est dégueulasse, et il y a rien. Il y a pas d'intention de mise en scène, il y a juste c'est immonde quoi. Visuellement, enfin, parce que justement, on parlait de Superbad et tout. Superbad, au moins, il a ça pour lui, c'est que c'est filmé à peu près correctement. Il y a un travail sur la photo. Il y a un truc. Il y a tout un. Là, pas du tout. Et comme tu dis, surtout les seconds rôles sont beaucoup plus intéressants. En fait. Voilà. Et là, le côté impro, enfin, genre le mec, il a pris sa mini DV, il a filmé ses potes, voilà, tourné. On verra bien ce qui se passe. C'est vraiment ça, quoi, tout le film. Et enfin, moi, j'ai pas tenu, quoi. Enfin, je crois que j'ai mis 15 jours à regarder entre le début et la fin, quoi. On va pas s'éterniser sur celui-là. Voilà. Je déteste. Alors, t'es d'accord, top 10 ? Ah oui, c'est ça, top 10 à partir du 170, c'est ça. Alors, on est d'accord que ça va sous Superbad, c'est oui, sûr. Ouais, c'est beaucoup moins bien que Superbad, ça, il y a vraiment pas photo. Et tu sais quoi, moi je l'aurais mis au-dessus de Juno, mais on va dire que Juno est un cas à part. Maintenant, on va regarder le reste, on va regarder la liste dans son ensemble. Non, mais pour moi, attends, enfin, je regarde. C'est quand même mieux que Lady Skillers. Attends, où est-ce qu'il est, Lady Skillers ? Tu vois, tu sais où je le mets ? Ouais, dis-moi. Je le mets sous le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Ah, c'est beaucoup trop. Non, c'est pas possible. Non, tu peux pas le mettre là. Je préfère je préfère Step Brothers. Je préfère. Non mais écoute cette phrase. Je préfère Step Brothers et les 11 commandements. Écoute cette phrase. Tu l'as entendu ? J'entends l'écho de la montagne. Je préfère Step Brothers. Moi, je le mettrais. Je mettrais sous 2012. Parce que 2012 me fait beaucoup plus rire que ce truc. Go, je te l'accorde. Allez, je vais pas fighter sur celui-là. Et je suis sympa, hein. Et je suis sympa, tu vois. Mais je les regarde tous à cause de toi, ces putains de films, c'est incroyable. Non, pas à cause de moi, à cause de cette liste. Non mais...
Non, tu sais, non. Il faut, Daniel, que tu prennes tes responsabilités parce que je sais que tu vas les sortir ces putains de films quand ils tombent. Je sais que tu aimes à me torturer. Donc tu as ta part de responsabilité. Il ne faut pas la fuir. Non. C'est tu veux donner le meilleur de toi-même pour nos auditeurs, donc tu les vois. Ouais, voilà, non mais voilà. En plus, tu les vois avec un regard neuf. C'est ça qui est aussi intéressant. Oui, bon, maintenant plus trop parce que je commence doucement à détester. Mais au début, oui. Mais là, au fil, c'est au bout du 5e film que tu détestes du mec, tu fais bon, je crois que c'est pas pour moi. Quoi. Alors, même genre de film, on continue. T'es prêt hein, encore? Ouais, j'étais prêt dans le ventre de ma mère. Donc le vieux n'est toujours pas l'ennemi du bien. On passe à Old Boy de Park Chan-wook. Ah bah oui. Pas du tout dans le même trip. Hein. Ah, aussi un film qui dure 2 heures. Un film qui dure 2 heures. Par contre, c'est un film que moi j'adore quoi. Beaucoup plus intéressant, on va dire. C'est un film que je trouve extraordinaire. Alors, je dirais pas extraordinaire, mais vas-y, continue. Bah voilà, bon, l'idée c'est que c'est un type qui un type un peu rustre, on va dire, puisque la première scène, on nous le montre alcoolisé et dans un poste de police le jour de l'anniversaire de sa fille, qui se fait en fait enlever par un inconnu et prisonnier pendant, je crois, c'est 15 ans, je crois. Ouais, il passe 15 ans dans une chambre, en fait, dans littéralement. une chambre et sans contact avec l'extérieur ou très peu. Et puis du jour au lendemain, il est relâché sans autre explication. Et à partir de là, le type, en fait, ce qu'il a tenu pendant 15 ans, c'était casser la gueule au mec qui l'a enfermé. Ouais. Et il va s'en servir comme moteur pour remonter, en fait, la piste, quoi. Voilà, l'idée, le point de départ, c'est ça. Voilà, c'est en fait, c'est un peu pseudo-enquête policière. Et c'est tenu, le rôle est tenu par Choi Min-sik, qui est incroyable. Enfin, qui est un très bon acteur. Qui est un acteur absolument génial, quoi. Qu'on a vu dans des films plus intimistes, comme par exemple, qu'est-ce qu'il a fait, Ivre de femmes et de peinture, que j'aime beaucoup, qui est un biopic. Et aussi dans des trucs un peu plus gangster, quoi. Il fait aussi Sympathie for Lady Vengeance. Il fait aussi le méchant dans J'ai rencontré le diable. Oui, c'est lui en plus. Bah oui, c'est lui. Ouais, c'est lui. Après Old Boy, c'est. Oui, après Old Boy, il y a eu vraiment un twist dans sa carrière où il a joué les méchants dégueulasses. Ouais, les gros méchants dégueulasses. Alors c'est pas le méchant de Old Boy. Hein. Non, c'est pas le méchant. Mais c'est pas le méchant. Disons qu'en fait, c'est l'histoire d'un type brisé de A jusqu'à triple Z et qui globalement n'a plus aucune barrière, quoi. Voilà, c'est vraiment c'est littéralement ça. Il est poussé au bout de lui-même. Ouais. Vraiment littéralement, parce que c'est ça que j'admire dans le cinéma coréen, c'est que ils font pas dans la demi-mesure. C'est-à-dire que à un moment non mais à tel point que je vais dire un truc, genre c'est too much. Moi je trouve pas ça. Celui-là est un film qui va too much et je me souviens de m'être sorti de la salle en me disant et alors je pense que vous avez tous vu, si vous écoutez Super Madel, vous avez quand même beaucoup de chance d'avoir vu Old Boy. Et je vais être un peu spoilerish, donc zapper un petit peu. Je pense que le fait d'être allé jusqu'au point de se couper la langue, sectionner la langue et ce genre de trucs, c'est le truc too much du film qui me fait un peu sortir, quoi. Genre, pas moi justement, c'est ce qui me fait rentrer, c'est qu'au bout d'un moment le personnage, le parcours et le plan qui est mis en place par le méchant, enfin tout concourt à ce que on arrive dans des situations complètement excessives. Et pour moi, c'est même pas tant ça le pire excès du film, c'est le plus grand excès du film, c'est le twist final où il se fait effacer à nouveau la mémoire. Parce qu'il arrive pas à vivre avec ce qu'il a fait en fait. Et faire une espèce de fin, et c'est ça que j'aime, enfin faire une espèce de faux happy end comme ça où ils sont tous les deux paisibles, apaisés face au paysage millénaire du. C'est une fin super ambiguë. C'est même pas ambigu, c'est au-delà de l'ambigu là. C'est vraiment la fin poil à gratter. C'est-à-dire que c'est tourné comme un happy end, sauf que moralement on est tout sauf dans un happy end. Enfin, je veux dire, c'est une fin horrible en fait. C'est une fin abominable. Absolument abominable. Et moi, je trouve ça génial. Voilà. C'est à un moment donné, c'est un film qui est appelé à des trucs abominables et qui va jusqu'au bout, même moralement. Et c'est le type, il est parti dans cette optique-là. Et au dernier moment, il s'est pas dit, je vais conclure mon film. Bon, je suis allé trop loin. Non. Il va jusqu'au bout, il assume jusqu'au bout. Et pour moi, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Moi, au contraire, ça serait écroulé s'ils n'étaient pas allés dans de telles extrémités après un film comme ça, en fait. Après un déroulé comme ça, enfin. Après tout ce que t'apprends, voilà, il y a vraiment ce que, enfin,
pour moi, c'était nécessaire d'aller jusqu'au bout, sinon ça avait aucun sens, quoi. Et puis c'est l'adaptation d'un manga, donc par le réalisateur quand même coréen. Et ça explique aussi son côté son rapport à la violence très particulier. Et je pense notamment à cette scène de baston, oui. De baston dans le couloir qui est tourné en plan séquence. En plan séquence, en travelling continu, plan séquence. Et sans cut. Il n'y a pas de cut magique, quoi que ce soit. C'est vraiment... C'est assez bluffant la première fois que tu le vois, quoi. Ouais, de toute façon, en matière de mise en scène, il y a pour le coup une idée par plan. Enfin, genre, Park Chan-wook, là, c'était avant son creux de la vague. C'était le premier moment où il était au sommet de sa carrière. Il est bien revenu avec Mademoiselle, hein. Mais il y a littéralement une idée par plan. Et puis là, enfin, t'as une énorme influence, à mon sens, de David Fincher, de toute façon, dans ce film-là. Et là où tu te rends compte du génie du truc, c'est quand tu le revois, en fait. T'as plein de mouvements de caméra, d'angles de point de vue qui prennent plus de sens une fois que t'as digéré tout le scénario, en fait. Et qui te mettent en place, justement, c'est aussi ça, pour moi, je trouve que le fait hyper excessif de la fin fait que ça fonctionne, c'est que t'as toute une mise en place vraiment tout le long du film qui fait que ça ne peut finir que comme ça, quoi. Je suis pas complètement sold aussi par l'impact, en fait, ce qu'a eu Old Boy, en fait, puisque c'est... Je pense que tu vois tout ce que fait, genre, par exemple, Mark Millar, qui est donc l'auteur de Secret Service, qui est devenu Kingsman, et tous ces trucs. Il a un comics qui s'appelle Nemesis, et c'est aussi basé sur ce principe de mensonge, et que la réalité, en fait, est beaucoup plus... Si tu connais la réalité, elle est beaucoup plus affreuse que ce que tu peux imaginer. Je suis pas complètement sûr que Old Boy ait une bonne influence sur le ciné. Ça c'est autre chose. Enfin, t'as le même problème avec. Mais je peux pas me l'enlever de la tête à chaque fois que je vois. Dark Knight Returns, pour moi, tu peux pas empêcher les suiveurs s'ils sont cons, ils sont. Enfin, voilà. Oui, bien sûr. Pour moi, je trouve le film est vraiment. Enfin, comme je dis, je le trouve extraordinaire de bout en bout, et même dans son... C'est ton préféré de la trilogie de Vengeance ou pas ? Ouais, c'est vraiment mon préféré, ouais. Bah, c'est clairement le plus ambitieux cinématographiquement. Oui, puis même dans son... Enfin, ce qui est de fascinant, c'est qu'il y a, justement, parlant de la fascination de la violence, qui est, comme vous le savez, un sujet très important pour moi, c'est pour moi, on est vraiment dans un traitement que je trouve vraiment bien, parce que c'est à la fois hyper violent, enfin, faut pas se mentir, et à la fois, enfin, c'est la mise en scène, la met en valeur, mais elle te fait mal. C'est le violent au point de grotesque. Voilà, la mise en scène. C'est la violence de comic book, faut pas l'oublier. Oui. La mise en scène te la met en valeur, mais à chaque fois, elle te fait mal. Enfin, justement, tu parlais de Mark Millar et puis de Kingsman. Kingsman oublie complètement ça. Kingsman passe le stade où il fait la violence, c'est cool. Dans Old Boy, justement, t'es vraiment sur le fil du rasoir. C'est-à-dire, à chaque fois, il menace de plonger. Ouais, la violence. En fait, non, la violence, à chaque fois, elle fait super mal. Enfin, c'est quelque chose qui fait mal à tous les points de vue, voilà. Et je trouve justement l'équilibre est vraiment enfin, c'est un peu comme à la Peckinpah, voilà. C'est-à-dire que c'est complètement attention les gros mots. Non, mais t'as un côté projet cinématographique autour de la violence. Ah, ça c'est sûr. T'as vraiment, c'est pour ça que je cite Peckinpah, parce qu'évidemment, en matière de mécanisme de mise en scène, ça n'a rien à voir, ça a vraiment rien à voir. Mais au niveau traitement de la violence au sein du film et réutilisation de la violence, je trouve qu'on est sur le parallèle intéressant, parce que justement dans les deux cas il y a une espèce d'exultation de la violence, tout en gardant à chaque fois sa véritable valeur, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et il y a peu de cinéastes qui arrivent à faire ça. Voilà, justement on parlait de Kingsman qui au contraire fait ouais, la violence c'est cool, c'est marrant, voilà. Là on arrive vraiment à garder l'équilibre, et ça en fait un objet vraiment fascinant. Et moi je l'ai revu 20-30 fois ce film, et à chaque fois il a toujours le même pouvoir. La musique est extraordinaire, la photo, enfin voilà, la photo est hallucinante. Enfin vraiment, pour moi c'est un objet cinématographique absolument fabuleux, quoi. Ok, bon, moi je suis moins sold, et on va confronter nos opinions et on va essayer de trouver un accord. Où est-ce que tu le vois ? Bah moi personnellement, si ça ne tenait qu'à moi, je le mettrais en dessous de Million Actress, tu vois. Oh non, pour moi c'est trop. Je sais, mais beaucoup trop. C'est beaucoup trop haut par rapport au cinéma qu'on a au-dessus. Moi je le verrais
tu vois, un film sur la violence et réécriture de violence. Je vois Grand Torino qui est tu vois en plus, on parle d'un film qui a quand même eu un prix à Cannes en plus. Il a eu le Grand Prix du jury. Peut-être, ouais. Ouais, c'est Tarantino, c'est l'année de Tarantino. Ouais. Ça leur arrive de se tromper à Cannes, tu sais, parfois ils donnaient des films à des prix, des bons films. Hein. Et c'est quoi qui a eu le prix à Cannes en 2004 du coup? Est-ce que c'est pas Bowling for Columbine? Non, c'était l'autre, c'était Fahrenheit 911. Ah, c'est Fahrenheit, oui, c'est Fahrenheit, voilà. Dans le genre usurpation, ça aussi. Ouais, là pour le coup, ouais, là je suis d'accord que. Je suis en train de regarder. Quentin, il a déconné. Mais après, peut-être que Quentin n'avait pas le choix, hein, je sais pas. Il y avait Innocence cette année-là, il y avait Fahrenheit donc. Il y avait Consequence of Love de Sorrentino, il y avait Clean de Assayas, il y avait le Agnès Jaoui comme une image. Et oui. Et il y avait Koreeda Noboninos, qui est un film qui est peut-être celui que je préfère de la liste. Mais on verra peut-être, on le verra peut-être après. Donc voilà. Écoute, moi je suis prêt, je le vois pas loin d'Apocalypto. Écoute, laisse-le moi aux portes du top 10 alors. En dessous du retour. D'accord. Ça me paraît très bien. Voilà, tu vois. Je veux dire, il est quand même très bien entouré. Il est entouré des meilleurs Edgar Wright. Il est entouré d'Edgar Wright, il est entouré du retour de OSS 117, voilà. C'est... Non, écoute, je te l'accorde et je sais que c'est un film important pour beaucoup de gens. Voilà, donc voilà, Old Boy. Est-ce qu'on fait le dernier film de cette liste ? Bah, je pense qu'une fois qu'on a commencé une liste, Daniel, on est obligé de la terminer. C'est contractuel. Hein. C'est la gravure dans le marbre ne supporte pas de rompre la liste. Le vieux n'est pas toujours l'ennemi du bien, donc c'est un film qui s'appelle Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Ah titre français, sous-titre français du film. Donc c'est évidemment No Country for All Men. Voilà. De deux cinéastes dont on n'a pas beaucoup parlé et faut dire ce qui est assez mineur dans l'histoire du cinéma américain, hein, les frères Cohen. Je sais pas si c'est celui où ils ont enfin eu leur Oscar d'ailleurs. Oui, c'est vrai en plus. Oui, en plus. C'est vrai. Et c'est que du bon. No Country for Old Men, juste en quelques mots. Donc c'est Ethan et Joel Cohen. Il y a Tommy Lee Jones, Javier Bardem, extraordinaire, et Josh Brolin. C'est Roger Deakins à la photo. Donc, Roger Deakins, dont on ne cessera pas de dire du bien en long, large, travers, tout ce que vous voulez. Enfin, avec le Bieski, c'est un des personnes qui a le plus marqué l'histoire de la photographie, de la photo dans ces années-là, quoi. C'est vraiment de ces 20 dernières années, Roger Deakins, c'est extraordinaire. On va pas le refaire encore une fois. Non, mais écoutez les épisodes précédents, on en parle assez régulièrement. Et je crois que c'est toi qui le tweetais. Si Skyfall a la gueule qu'il a, c'est exactement moi. Roger Deakins. Voilà, exactement. Skyfall qui est le plus beau visuellement James Bond qu'on ait jamais fait. Je pense que tellement loin, ouais. Je pense qu'il y a vraiment pas, il y a pas photo. Jeu de mots, attention. C'est le plus beau James, et c'est Roger Deakins. C'est un artiste incroyable avec la lumière, quoi. C'est un western presque. Western moderne. Non, c'est pas presque. C'est un western moderne. Enfin, c'est vraiment adapté d'un roman de Cormac McCarthy, dont on a déjà parlé avec La Route. Donc un des grands auteurs de ces dernières années. Et c'est un film très particulier, et en même temps je pense dans la carrière des frères Cohen, c'est un pic. Oui. Il y a clairement un moment où ils sont arrivés à ça et tu ne pouvais plus aller plus loin je pense aussi, dans leur exploration de la noirceur de l'âme. Il y a beaucoup de choses qui ont été atteintes avec ce film. Et qui n'atteindront plus, je pense. Qui n'atteindront plus, et donc ils sont allés dans d'autres directions. Et il y a d'autres films postérieurs à celui-là que j'adore complètement, et que même peut-être il y en a un que je préfère. Ah, écoute, moi pas. Enfin, moi c'est. C'est ton Cohen préféré ? Non, mon Cohen préféré c'est Fargo. Qui est très bien classé dans les années 90. Mais celui-là, il arrive juste derrière. Enfin, bon, déjà, ça spoil un peu la place qu'il risque d'avoir, mais le pitch, globalement, c'est un chasseur un peu pecno. Bon, bah, on est chez les frères Cohen, joué par Josh Brolin, qui un jour trouve en fait le lieu d'un règlement de compte. Il trouve en fait juste les bagnoles avec les types morts, et une mallette
avec, je crois, 1 ou 2 millions de dollars dedans, enfin un truc comme ça. Et c'est juste un mardi pour les frères Cohen. C'est ça. Et donc, il décide de prendre l'argent. Et là où c'est génial, c'est que pris de remords, il décide de revenir sur les lieux pour offrir de l'eau à une des victimes blessées, en fait. Et finalement, c'est cet acte de bonté qui va entraîner sa chute, parce que forcément 2 millions de dollars qui disparaissent, ça intéresse toujours quelqu'un. Et ce quelqu'un envoie Javier Bardem le chercher. Et Javier Bardem, dans le film, c'est... Alors, beaucoup de gens parlent de Heath Ledger comme le plus grand méchant des années 2000. Alors, j'adore Heath Ledger dans le Joker, non, c'est pas la question. C'est pas la question, Il est génial, son Joker est génial, mais Javier Bardem, c'est pour moi le plus grand méchant qu'on ait fait de ces 20 dernières années. Il son est personnage tellement impeccable. est extraordinaire. Ma scène préférée... Enfin, la scène moi préférée... j'en ai beaucoup de scènes préférées. Non, mais ouais, ma scène préférée avec Javier Bardem, parce qu'elle dit tout du personnage et elle joue... Enfin, les frères Cohen sont au top de leur cinéma, parce que ça joue tellement justement entre la relation, entre le différentiel entre les informations que possèdent les personnages et les informations que possède le spectateur. C'est qu'il arrive à la station-service et il joue à pile ou face avec le pompiste. Et à ce stade-là, on sait déjà que c'est un psychopathe qui assassine les gens de sang-froid avec... En plus, son arme, c'est incroyable. Comment est-ce que son arme, c'est juste un truc à air comprimé. Voilà, un qui gun sert à abattre les vaches dans les abattoirs. Dans les abattoirs. Et il se balade avec ça, et donc personne ne se doute vraiment. Personne ne se doute vraiment de ce qu'il peut en faire, et il fait des trous, littéralement, dans la tête des gens avec ça. Et donc tu sais déjà que c'est un psychopathe à ce stade-là, et il arrive devant le pompiste, et t'as un dialogue, en plus assez long, et c'est ça qui fait qu'il est génial, c'est que le type ne se rend pas compte à qui il a affaire, et ne se rend pas compte de ce qu'il risque. Et Javier Bardem va jouer la vie de ce type sans lui dire à pile ou face. Et la tension de cette scène est incroyable. Enfin, genre, ce type-là, tu sais, c'est vraiment... Tu sais pas ce qui va lui arriver, parce que tu sais bien qu'en matière de construction de scénario, c'est un personnage qui va servir à rien, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est pas un élément clé du scénario, donc il peut mourir à tout moment. Et en même temps, il a aucune raison de mourir, parce qu'il est juste là. Son seul défaut, c'est d'être là. Et genre, t'es tendu, et finalement il ne se passe rien, et c'est génial, parce que toute la tension elle est contenue comme ça, puis c'est un moment de suspense absolument incroyable, quoi. Enfin, j'adore cette scène là, j'adore la scène où il va voir donc Carla à la fin, et justement elle lui dit que toutes ces histoires puisque là elle comprend qui est l'assassin, et elle lui dit que toute son histoire de pile ou face c'est bullshit. Oui. Que ses choix, c'est lui qui les fait, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est voilà, et je trouve que justement moi une de mes scènes préférées, c'est tu sais pas ce qui s'est passé, et il sort de la maison et il s'essuie ses pompes, quoi. Il s'essuie ses épaules et ses pompes, et tu sens que évidemment il a quand même joué à pile ou face, et il a quand même tué. Vraiment, c'est un film d'une extraordinaire sensibilité, et en même temps qui te raconte plusieurs choses à la fois. Plusieurs arcs de personnages à la fois, et je trouve que le personnage joué par Tommy Lee Jones, donc, qui est complètement perdu, en fait. En fait, oui, c'est ça. Enfin, le No Country for Old Men du titre, c'est le personnage de Tommy Lee Jones, qui est donc un shérif qui arrive sur l'affaire, et qui a toujours un temps de retard. Et c'est le principe du film, et c'est la fatalité du film, puisque le moment critique sur la fin, on le voit de son point de vue, et on le voit justement arriver pile trop tard, en fait. Ils arrivent à rien résoudre, en fait. Et ça qui est génial, parce que cette scène-là a frustré énormément de gens, donc spoiler, mais bon, c'est le fait que le personnage de Josh Brolin... Zappez quelques minutes, si vous avez pas vu le film. Le personnage de Josh Brolin meurt, et tu ne le vois pas mourir, en fait. Oui, et la plupart des gens, tu les vois pas mourir, en fait. C'est montré juste, on voit juste... Et ça a frustré énormément de monde, parce que justement on est dans cette course-poursuite, dans ce face-à-face, hein, la scène de l'hôtel avec le fusil à pompe à silencieux. Enfin, vraiment, t'as plusieurs face-à-face complètement monumentaux tout le long du film, et au dernier moment le règlement de compte final, on ne le voit pas, et ça frustrait énormément de monde. Et finalement, au contraire, ils ont joué pile la carte qu'il fallait, parce que ils ne voulaient pas être dans la satisfaction du spectateur, de cette espèce de satisfaction de sang. Justement, on voit la scène du point de vue de Tommy Lee Jones, on le voit arriver sur les lieux du crime, on voit des gens fuir, il arrive et il constate que le personnage de Josh Brolin est mort, et finalement c'est une grande partie du propos du film, et là, c'est-à-dire que c'est ce type-là qui essaye, parce que c'est un type droit, c'est un type honnête, etc. Il essaye de comprendre quelque chose, et d'aider le personnage de Brolin, parce qu'il comprend aussi, en plus, il est pas con, c'est-à-dire qu'il comprend que globalement c'est lui la victime dans cette histoire,
et il n'arrive à rien parce que finalement le monde qui l'entoure l'a dépassé. Et cette scène-là est hyper importante de ce point de vue-là. Enfin, c'est complètement désabusé. C'est complètement désabusé. C'est ça qu'il faut comprendre dans le film. C'est pas tant la résolution du conflit entre Javier Bardem et Josh Brolin qui est importante. C'est justement ce côté le monde a dépassé le personnage de Tommy Jones. Le monde a dépassé les critères de respectabilité. Enfin, c'est un espèce de nouveau western, un espèce de monde sauvage qui nous attend. Et cette scène sert à montrer ça, quoi. Vraiment, à montrer le décalage entre ce que t'espères et ce qui se passe réellement, quoi. Et puis un final. J'adore le final de ce film. Je sais que plein de gens sont désabusés par ce qui se passe, mais je pense que ça met en valeur justement le côté paumé de ces mecs. Mais oui, c'est ça, exactement. Ouais. En plus, comme dit le titre, c'est No Country for All Men. Enfin, ça nous parle de ça. C'est le final, ce dialogue entre les deux vieux au milieu du désert, c'est-à-dire éloigné de toute la civilisation, parce que la mise en place de la mise en scène est très importante. Ils sont loin de tout, ils sont entre eux, isolés, et ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et voilà, c'est ça qu'ils essaient de nous dire à travers ce film, quoi. Qu'est-ce que c'est beau aussi, putain. La séquence du passage, la frontière, ouais. avec les lumières, avec le grillage, enfin c'est... on le redit, la photo est extraordinaire. Non, mais et la mise en scène, c'est vraiment... visuellement, c'est peut-être un de leurs chefs-d'œuvre. Hein, oui, c'est... Puis l'influence de Peckinpah est là, oui, clairement, Anthony Mann, enfin genre, c'est vraiment... un western moderne, mais western de notre temps, quoi. Ça sent la poussière, ça sent la poussière, ça pue la mort, comme dirait Renaud. Enfin vraiment, il y a un côté. Puis il y a Woody Harrelson. Oui, Woody Harrelson, il est génial. Il est et justement, t'as des touches. C'est un bounty hunter, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, ouais. À la grande gueule, avec son accent incroyable. Putain, mais Woody Harrelson, je voudrais le voir tellement plus souvent chez les frères Cohen. Ah, mais c'est un acteur. Très grand acteur, ouais. Très très grand acteur. Hein. C'est un acteur génial. Enfin, vraiment, moi, ce film, je trouve. Je crois qu'il n'y a pas une scène que je trouve pas formidable, quoi. Enfin, c'est vraiment. Non, j'adore ce film. Chaque scène, enfin, il y a une maîtrise du temps, de l'espace, de ce que tu veux faire vivre au personnage et à ton spectateur. Enfin, c'est tendu, c'est beau. Enfin, en plus, le personnage de Brolin, c'est là où c'est bien fait aussi, c'est que c'est un peu comment ça s'appelle, une toile blanche en fait. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est très renfrogné, qui parle très très peu. Vraiment, je pense qu'il doit avoir... Oui, en plus, c'est vraiment des gueules de cinéma. Il doit avoir 12 lignes de dialogue. Ce que font d'habitude les frères Cohen, sauf que ils ont poussé leur style, le curseur au maximum. Quoi. Et c'est hyper mutique, et tout est dans l'ambiance, dans le placement de caméra, dans le déplacement de caméra. Vraiment, je trouve ce film extraordinaire de bout en bout. C'est une maîtrise pure de cinéma absolument incroyable, quoi. Ouais. Vraiment, moi je décolle pas du début à la fin, et chaque scène, mais vraiment chaque scène, elle me prend à la gorge, et voilà, et waouh, chef-d'œuvre, quoi. Chef-d'œuvre aussi, je pense aussi. Je pense que, et comme je l'ai dit, c'est peut-être pas mon Cohen préféré, mais je pense que c'est vraiment le très très gros c'est vraiment le peloton, c'est vraiment le haut du panier quand même. On est d'accord qu'on est devant un top 10. Oui, pour moi on est même devant un top 3. Hein. Enfin, alors je regarde les noms. Je pense que c'est meilleur que The Host. Oui, largement. Continue. Moi, honnêtement, dans le truc, pour moi c'est meilleur qu'History of Violence, quoi. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est meilleur qu'History of Violence, et donc on a notre nouveau numéro 2. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on est d'accord. Memories of Murder reste quand même premier. Oui, mais ça joue à pas grand chose. Enfin, oui, voilà. C'est No Country for Old Men. Mais bon, c'est presque un top 1 ex-aequo. C'est vrai, mais il n'y a pas de top 1 ex-aequo. Voilà, c'est le second, c'est un con, et le con, c'est No Country for Old Men. Voilà. Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Voilà. Moi, je crois qu'on est content de finir avec. Ah putain, mais oui, non, mais voilà. Avec enfin un nouveau top tier quand même. Putain, et quel top tier? Enfin, ce film est. Et extraordinaire. On l'a vraiment beaucoup eu dans les listes, hein, quand même. Nos auditeurs ont plutôt bon goût en général. Hein. Oui, mais bon, en même temps, si tu nous envoies une liste avec No Country for Old Men, Memories of Murder, History of Violence, tu peux être sûr qu'on la prend pas. Il y en a trop d'un coup. Oui, c'est trop de bonheur d'un coup, c'est ça. Il faut distiller. Le secret, c'est qu'il faut distiller, quoi. Moi, j'avais prévu, comme d'habitude, encore plein de listes, mais on va les faire la prochaine fois. Allez, papa, balance-nous ta reco.
Eh ben écoute, ce sera une reco musicale, un duo britannique, basse-batterie, qui date de 2014, mais que j'étais complètement passé au travers. Mais depuis, ils ont fait la première partie des Foo Fighters et ils ont fait des trucs avec l'Arctic Monkeys et tout, donc j'ai fini par m'y intéresser, et c'est Royal Blood, et qui vient de sortir sur leur deuxième album, qui s'appelle How Did We Get So Dark, qui est sorti là au mois de juin, je crois. Et ben c'est vachement cool en fait. Comme dit, c'est très simple, très épuré. Une basse, une batterie, c'est tout. Et ouais, et contrairement à... Parce que c'est pas la première fois qu'il y a des duos basse-batterie, hein. Il y avait Death From Above 1979 il y a quelques années. Mais ils sont dans un style qui est brut, vraiment brut, mais pas aussi agressif que ce genre de duo en l'habitude. C'est assez mélodique, étrangement, pour un duo comme ça. Mais c'est quand même bien rock'n'roll. C'est des albums qui prennent pas la tête, c'est 35 minutes, pliés, voilà, ça envoie du bois, et vraiment c'est très très cool. Et je les ai pas encore vus en live, voilà, j'ai pas encore eu le temps de fureter, mais je pense qu'il y a un bon potentiel parce que c'est du bon rock brut qui envoie le bois. Donc voilà, c'était un peu la révélation de l'été pour moi, un peu tardive, mais bon, c'est comme ça, hein, on peut pas être au courant de tout à chaque fois. Donc voilà, Royal Blood, 2 albums, le premier qui s'appelle Royal Blood et le deuxième How Did We Get So Dark, et les deux sont tout à fait recommandables. Et moi, je vais pas être très original puisque tout le monde en parle en ce moment, mais Sonic Mania m'a apporté beaucoup de bonheur. Et je pensais pas ça possible puisque tu sais, je co-anime un autre podcast qui s'appelle After Eight et on a consacré un épisode entier à détruire Sonic. Oui, un épisode où étrangement j'ai été mis à la porte. Voilà, je n'ai pas été convié. Voilà. Pourquoi ? Parce que tu es un Sonic fan ? Ah, mais je suis un Sonic fan. Je suis un Sonic fan, moi. Ah, je t'aurais jamais imaginé. En même temps, les Shitty Friends de Sonic, je sens que... non mais les c'est ça qui est marrant, c'est que les gens parlent des Shitty Friends de Sonic, mais alors bébé Mario, Waluigi et compagnie, ça on n'en parle jamais. Ah, je suis désolé, Waluigi c'est top tier des personnages. Non, c'est au secours. C'est quoi le background de Waluigi ? Je veux savoir. C'est quoi les origines ? On n'a jamais écrit les origines de Waluigi. C'est quoi ce nom de merde ? Tu vois, Waluigi. Wario, il y a une logique. Waluigi, c'est débile, c'est juste les mecs qui savaient pas quoi faire. Enfin, c'est horrible. Moi, donc, je pense que les Shitty Friends de Mario, je pense qu'on n'en parle pas assez, tout simplement parce qu'il y a un aveuglement de toute cette génération qui refuse de voir aussi qu'à un moment donné, Mario avait ses putains de Shitty Friends. Même si, je te l'accorde, ils sont beaucoup moins nombreux que chez Sonic. Non, mais attends, moi, vraiment, je pense qu'il y a un truc à faire, c'est Wario inversé aussi. Car tu peux inverser Wario, ça devient une espèce de Mario bizarro. Non, mais voilà, voilà, donc au bout d'un moment... moi, à l'époque où il n'y avait pas de Shitty Friends, et au l'époque où il y avait que Tails et Knuckles, hein, jusqu'à Sonic et Knuckles, non, jusqu'à Sonic 3. Voilà, moi j'adore les Sonic, quoi. Envoyez-moi Nintendo, contactez-moi, je vous écris les origines de Waluigi. Je suis très sérieux là-dessus. Non, mais donc Sonic Mania, c'est vraiment la surprise parce que je pensais pas qu'on puisse retranscrire intelligemment la physique du personnage comme à l'époque, mais en mieux. Il y a plein d'idées, pour repenser les anciens niveaux, les nouveaux niveaux. Ils ont des concepts assez intéressants et en plus ils sont pas lassants. La musique est du feu de Dieu. Vraiment, c'est une super musique. C'est vraiment la musique est top. C'est faite vraiment dans les conditions d'époque. Il faut qu'on explique que c'est un Sonic fait avec le matériel de Sonic 3, littéralement. Enfin, c'est pas... ils ont réutilisé les assets de Sonic 3 pour en faire un nouveau jeu. Il y a pas mal de nouvelles idées concernant les boucliers de Sonic. Et puis j'adore les boss. Les boss sont vraiment très très réussis. Ils sont très très jeurs dans l'esprit en fait. Puisque il y a toujours un twist. Il faut réfléchir quand tu butes un boss d'un Sonic. C'est ce qui nous change énormément par rapport aux anciens Sonic. Ils ont même gardé des niveaux bonus bien pourris. Donc ça c'est la tradition Sonic, puisque je déteste les niveaux bonus de Sonic. Voilà, donc voilà, c'est Sonic où ils ont tout pigé de ce qu'était Sonic et de comment ça fonctionne. Voilà, Sonic Mania. Et je m'en profite aussi pour dire que j'ai vu Atomic Blonde. Ah oui, par l'autre moitié de John Wick, ouais. La moitié de John Wick. Et j'ai plutôt aimé, j'ai trouvé ça... C'est de la violence de comic book. Mais ça fait vraiment plaisir de voir Charlize Theron, d'abord qui est une super actrice, et de la voir en porte-jartel.
Non, je crois pas que tu l'as vu en porte-jartel. Ah, bah, moi, si, il y a une scène de sexe. Oui. Moi, j'ai pas eu le film, mais j'ai vu Charlize Theron en porte-jartel pour la promo, donc je pense qu'elle est dans le film. Sinon, c'est très décevant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois vraiment Charlize Theron dans les scènes d'action, puisque c'est vraiment elle. Enfin, ils ont utilisé le moins de stunt double possible. Tu la vois vraiment tomber dans l'escalier. Comme dans John Wick, en fait. L'idée, comme dans John Wick, c'est de redonner un peu au cinéma d'action l'impact. Sa patate. Ouais. Voilà. Et juste pour te dire, John Wick, donc il y a les meilleurs costumes de Charlize Theron. Il y a aussi les meilleurs impacts de voiture. Et ça, c'est un truc qu'ils adorent faire, les mecs de John Wick. Bah, dans John Wick 2, la séquence d'intro... celle où la bagnole le balaye de mec. Oui, puis celle où Keanu Reeves se fait éjecter de sa bagnole qui a plus de portière. Et bah là, première scène, c'est un mec qui traverse la rue en Allemagne de l'Est et il se fait balayer par une Trabante. il y a des courses-poursuites de Trabante. Et c'est palpitant, ils arrivent à rendre ça de manière assez intelligente. Et ouais, voilà, il y a des bonnes patates et c'est ça qui est intéressant en fait dans leur manière de représenter les bastons. C'est qu'elle est moins forte que les autres baraques, évidemment, mais en même temps, elle utilise les environnements autour d'elle à fond les ballons. Il y a un moment, elle utilise une plaque chauffante, en fait. Et elle tabasse un mec avec une plaque chauffante. Et je pense que c'est mon film préféré avec un tabassage de plaque chauffante, en fait. Donc, je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est bête parce que c'est de la violence de comic book, que le scénario, il est très bizarre, que... C'est le genre de gens qui vont te dire que Commando, c'est bête, tu vois. Je pense. C'est Ouais, gens qui ne savent pas apprécier le cinéma. Commando, et je suis d'accord, Commando c'est bête, mais Commando, bah c'est oui, génial. C'est génial. Il devrait juste relâcher un peu la pression, si j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, c'est qu'au d'un moment, il faut prendre le film pour ce qu'il te propose, hein, aussi. Voilà, et la proposition de Atomic Blonde m'a bien plu, donc voilà, je sais pas s'il passera encore au moment de diffusion, mais voilà. C'est un film validé Super Ciné Battle After Eight. Hein, voilà. Ouais, bah j'ai bien hâte de le voir. Je pense pas que j'aurai le temps d'aller voir au cinéma. Oui, tu travailles trop. Voilà, mais non, mais c'est vrai en plus parce que là j'ai fait la Gamescom, j'ai ma rentrée. Ça y est, t'étais à la Gamescom ? Bah alors au moment où on enregistre, non, mais au moment où on sera diffusé, oui. Ah d'accord, oui, je me suis dit putain, j'ai vu aucune news passer sur la Gamescom, c'est très très bizarre. Non, au moment où on est diffusé, on regarde la Gamescom. Puis, Daniel, il y a d'autres projets aussi. Ah oui, c'est vrai. Donc... Oui, les Defenders du Robotics Podcast Universe. Oui, c'est ça, exactement. La Justice League du gravage dans le marbre. Voilà, exactement. Bon, bah c'est fini. Toi, on peut te retrouver. Donc, bah voilà, tu l'as dit, la Gamescom et compagnie. Voilà, Game Cult, After Eight peut-être bientôt. Voilà. Et voilà. Et pareillement, on va pas s'éterniser. On vous remercie de votre fidélité. Ça nous touche beaucoup. Surtout qu'il y a de nombreux auditeurs qui sont venus pendant la période des vacances. J'espère qu'ils sont pas déçus de cet épisode où on a quand même parlé pour une fois de top tier. On n'a pas fait de grosses daubes cette année. On n'a pas fait beaucoup de films, mais je pense qu'on a fait quand même des films qui nous tenaient à cœur. Enfin, ouais. Je veux dire, voilà, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec autant de passion et d'amour pour des films. Pour des films intéressants, et en même temps, c'est intéressant de voir comment tu situes Mysterious Skin, tu vois, par rapport à Wrestler, par rapport que Old Boy est un peu dans la même veine cinéphile que Hot Fuzz et Shaun of the Dead. Ouais, qu'il y a des liens logiques. Il y a des convergences quand même. Il y a des convergences. Et que la chute finalement est au-dessous de Hob Rover, donc un des frères Cohen les plus mineurs. Et voilà, on voit un frère Cohen, les frères Cohen qui trustent beaucoup de nos tops quand même. Ouais, bah faut dire que. Vous pouvez en balancer d'autres parce que je pense qu'il y en aura encore d'autres. Voilà, on attend vos listes. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé une liste là, juste à l'instant, où il nous a envoyé 3 fois Indiana Jones 4. J'étais pas au courant. D'abord, on les fait pas, les listes gags comme ça, non, on les fait pas. Les listes gags, on le fait pas, puis surtout, envoyez des films qui existent, s'il vous plaît. Hein, voilà, c'est ça. Non, mais je pense qu'on fera une cagnotte. On fera une cagnotte et on inventera Indiana Jones 4 à la fin. Oh putain, et tu sais que ça pourrait faire un super objectif de Patreon. C'est genre, oui. si vous êtes 200 à payer 400 € par mois, on vous traitera Indiana Jones 4. Oui, je pense qu'on peut mettre un palier. Ah ouais, putain, mais voilà une très très bonne idée. Ben oui, voilà, en live. Vous voyez, le brainstorming n'arrête jamais. Le gravage dans le marbre, c'est ça stimule les neurones. Voilà. Donc vous pouvez retrouver sur notre site supercinébattle.fr la master list. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube. C'est un cadeau bonus qu'on donne à tous les gens qui, par exemple, ne téléchargent pas d'appli et qui nous écoutent par exemple au travail. Et vous pouvez, ça c'est important, nous mettre des commentaires sur iTunes et mettre des petites étoiles parce que ça aide vraiment au référencement et c'est pas de la blague, on me l'a prouvé avec des chiffres très savants.
Voilà, ouais, je crois. tout à fait. Puis même les commentaires, enfin à chaque fois ils sont cool quoi. Enfin vraiment c'est. Ouais, merci de nous soutenir et c'est vraiment ça qui fait vivre le podcast et qu'on puisse continuer à faire notre cam sans avoir à se soucier de l'aura qu'on a en fait. On veut faire vraiment des bons podcasts, on veut que vous y preniez plaisir et c'est ça notre souci le plus primordial dans notre démarche. Et toi, je sais que ta démarche, toi, c'est de te lever le matin et de faire tiens, je vais parler cinéma. Voilà, exactement. Non, mais il faut parler cinéma et surtout le plus important, c'est regarder les films. Voilà. Oui, voilà. On s'est tapé. Oh, on n'a pas de devoir de vacances. C'est vrai, c'est un épisode sans devoir de vacances. C'est ouais. vrai. Ouais. T'inquiète pas, on va se rattraper le prochain. Ouais, je pense, ouais. Je vais te prendre des trucs que tu comprendras. Oui, c'est ça, tu comprendras même pas ta rade. Du cinéma ouzbek. Le truc, je me arrête pas réussir à trouver le DVD, ça va être génial. Oui, parce que Cusco, c'était peinard, hein. J'ai fait trop facile. Oui, bah Mysterious Skin aussi, c'est ça, j'ai pas eu trop de mal à la trouver. 2 €, mec, 2 €, boum. Ah là. Et Sexy Boys, combien 1,50 €. Oh putain, tu t'es fait arnaquer. Sexy Boys, il faut le rappeler, était dans l'épisode précédent, je crois. Oui, le précédent. Et il a fini. Il a 151ème, je vois sur le site. Il a fini au-dessus de Garden State. Voilà. ça, c'est principal, quoi. L'honneur est bon, allez, sauf. on vous embrasse très fort. On va arrêter de commenter la liste. On devrait faire un épisode où on recommande toute la liste, en fait. Oui, c'est ça, c'est le Super Ciné Battle, le retour. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Ciao. T'as fait un ciao très haut à la fin. Oui, je sais pas pourquoi. Ciao, c'était pas un ciao naturel, je ne sais pas. C'est pas grave. Mais tu sais que maintenant, j'enregistre Super Ciné Battle avec une colonne vertébrale devant moi. Une colonne vertébrale. T'as pas vu la photo ? Laquelle ? La photo où j'ai trouvé une colonne vertébrale de chamois. C'est où ? Ah bah, j'avais mis sur Twitter. Bah, figure-toi que dans mon parcours de la mèche, j'ai trouvé une colonne vertébrale de chamois, 12 vertèbres. Ah oui, bien sûr, oui, j'ai vu. Complètement. C'est un peu flippant. Tout est intact. Bah, le plus flippant, c'est quand je l'avais mis sur mon sac à dos pour redescendre. Les gens, ils me regardaient bizarrement. Ah putain, tu l'as ramené avec toi ? Bah oui, bien sûr. Ouais, mais attends, tu pouvais pas le mettre dans ton sac ? Non, elle dépassait. Je me suis dit, quitte à dépasser, je l'ai mis à l'extérieur, tu vois, pour bien l'exhiber. Ça faisait un peu Predator, tu sais. Et elle est à côté de toi sur ton bureau ? Voilà, elle est en face de moi dans mon bureau. Je l'accrochais comme trophée. Bah écoute, moi aussi je vais mettre une colonne vertébrale, celle de Steve Bannon. Oh putain, si seulement. Bah je crois qu'il a eu sa tête là. Je crois qu'il a eu sa tête, ouais. Ah là là, on a beaucoup parlé de nazis, hein, putain, non, oui, et de Steve Bannon, hein, donc le Goebbels, le Steve Bannon de l'époque. Putain. Bon, allez, je crois qu'on est bon. On se dit à ce soir alors pour le projet secret. À ce soir pour le projet secret, Daniel, c'est ça, le fameux projet secret. On va enfin le faire. T'es prêt ? Bah j'étais prêt dans le ventre de ma mère.